Bonjour à tous, vous écoutez Frat Pack, un podcast très gaulerie, ça c'est lui qui le dit, présenté par Zama. Dans chaque épisode, Zama reviendra sur le parcours de son invité à travers le prisme de l'art. Cinéma, musique, série, télé, rien ne lui échappera parce qu'il est vraiment, mais vraiment très talentueux. Enfin ça c'est toujours lui qui le dit. Des anecdotes, du rire et du kiff, accroche-toi parce que Frat Pack, ça commence maintenant. Bonjour et bienvenue à tous dans Frat Pack. Vous le savez, dans ce podcast, je passe un pacte avec mon invité, celui de passer un bon moment comme si on était des amis d'enfance finalement. Mais d'abord, laissez-moi vous présenter mon invité du jour. Véritable globe-trotteuse depuis sa plus tendre jeunesse, elle a sillonné le globe et s'est enrichie de différentes cultures. Aussi à l'aise pour gérer les finances d'une entreprise que pour raconter des blagues en public, c'est à New York qu'elle fait ses premiers pas sur scène et à Paname qu'elle continuera de nous faire gaulerie. Aujourd'hui, elle rôde son premier spectacle, c'est Méni. Comment tu vas, Méni ? Super, merci, ça va. Eh ben, je suis très content. On se le disait en off, mais t'es la première personne que j'enregistre chez moi à Lyon. Donc je suis très content que ça soit toi, tu vois. Alors que t'es même pas lyonnaise. Ouais, je suis même pas. Au final. Maintenant, hein, tu sais, C'est vrai. 2 mois que je suis là. C'est vrai que ça fait 2 mois que tu rôdes ton spectacle ici à Lyon. Yes. C'était cool. T'as bien aimé les premières sensations là, parce qu'on arrive à la fin. Il te reste quoi ? Il te reste encore un soir ou deux ? Il me reste 2 soirs. 2 soirs. Ce soir et demain. Ouais. Ok. C'était cool. C'est une bonne expérience que t'as eu de rôder ici. C'est une belle expérience. Bah, c'est un premier spectacle, donc je pense que où que tu le fasses, c'est une étape assez importante. Et c'était cool de le faire à Lyon. Ouais. C'était cool. Ça change un peu de Paris, quoi. C'est un autre public, quoi. Bah, disons que c'est un autre public, mais disons que c'est l'endroit où je le fais là, c'est l'opportunité de jouer tous les soirs ton spectacle. Et donc, c'est un accélérateur. Ça, c'est une vraie chance, du coup, quand tu rôdes un spectacle, de jouer vraiment tous les soirs pendant 2 mois. Oui et non. Non, que je pas pense forcément. Tu as besoin de recul un peu pour travailler entre 2 sessions. Et à la fois, oui, parce qu'effectivement, tu le mets tellement en bouche, tu le répètes tellement que finalement, ça rentre un peu plus. T'évolues, Ça marche. Dans ce podcast, on va parler un peu, tu sais, de tes kiffs, le cinéma, la télé, le sport, la musique. Et on va commencer par la musique. Qu'est-ce qu'on écoutait chez toi dans la famille étant petit ? Oula, nous, on écoutait plein de choses. Ouais. On était, déjà de ma mère, ma grand-mère, on écoutait beaucoup de musique du monde arabe. On avait du Kalthoum, du Fayrouz, vraiment toutes les légendes du monde arabe. Et puis après, moi, j'étais très R&B, soul, plus vers l'adolescence, bien évidemment. Ouais. Mais j'étais très new soul. J'aimais beaucoup Music Soul Child. Ah ouais. Ah ouais, c'était la grande époque du R&B américain. C'est ça. J'étais à fond dedans, j'aimais trop ça. Et c'est ça, du coup, ta première claque que tu t'es prise à dos ou pas ? C'est vraiment quand t'es en âge de comprendre la musique et tout. Non, moi je pense que mes premières claques, je les ai prises avec Mariah Carey. Ah ouais. Mais Mariah Carey, tu sais, à l'ancienne. Au prime, pas Mariah Carey chanson de Noël. C'est Mariah Carey. Non, pas Mariah Carey deuxième version là. Oui, on connaît. Ouais. Non, vraiment Mariah Carey version bio. Je version peux dire. Ok. Avant c'est vrai. Qu'elle n'opère tous ces changements. Ouais, c'est vrai. Et c'était, je pense, mes premières claques musicales. J'aimais beaucoup Céline Dion aussi. Oh là là. Mais en fait, la voix, c'est l'impression, c'est vraiment une chanteuse à voix auquel tu es sensible, quoi. Et puis plus tard, Alicia Keys aussi qui est arrivée, qui nous a mis des patates dans la tête. Ouais, c'est vrai. Mais qu'est-ce que c'est que ce talent ? Quoi, voix de ouf ? Quoi, piano ? Ah, arrête ! Ouais, quoi, belle ? Quoi ? Mais elle a toutes les qualités, cette femme. C'est vrai. C'est dingue. J'adore. Moi, je la kiffe. Son couple avec Swizz Beatz, je les trouve. Pour moi, tu vois, on parle de Jay-Z, Beyoncé, mais pour moi, eux deux, c'est genre. Tu sais, ils ont l'air tellement sains et tellement tu vois, naturels. Ils sont tellement beaux. Je les kiffe. Je les aime trop. Je trouve que c'est un couple inspirationnel. Tu sais, quand tu les vrai. regardes, tu dis, ils ont l'air tellement amis, en même temps en amour, en même temps partenaires business. En fait, il y a trop de choses. C'est trop un couple le genre de couple qu'on aimerait avoir finalement. C'est vrai, ils dégagent ce truc-là de. Tu sais, ils se donnent de la force sur les réseaux, des petits mots, trucs. Tu sais, c'est simple, naturel. C'est vraiment, ils ont l'air d'être. Alors que, non, franchement, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Et t'étais quel genre d'élève, toi, à l'école ? J'étais plutôt discrète, tranquille, toujours middle. J'étais pas excellente, même si j'avais les félicitations de temps en temps. Pas mal. Mais j'excellais pas. J'étais pas première de la classe, mais j'étais pas non plus dans les last. C'était impossible pour moi d'être dans les last, parce que d'une manière ou d'une autre, une extrême ou l'autre, t'es remarquée. Et ça, c'était mon but, c'était d'être toujours discrète.
Tu voulais passer entre les mailles tranquille, sans te faire remarquer. Je voulais pas de problème pour mes parents, je voulais pas de problème pour la famille, je voulais pas qu'on entende parler de moi. Je voulais vivre ma vie tranquille, tu vois. Mais tu faisais genre le minimum pour être tranquille? Ou parce que ça t'intéressait pas, ou parce que... Je faisais le minimum pour être tranquille. Après, je pense qu'il y a des matières qui m'intéressaient plus que d'autres. Ouais, forcément. On a ce truc-là. Quoi, par exemple, littéraire, français, tout ça, ce truc-là, plus que l'anglais. L'anglais. Ouais, j'avais une prof d'anglais qui nous faisait faire des exposés sur Martin Luther King. Ah, tu sais, j'avais des profs qui... En tout cas, j'avais une prof d'anglais qui, elle, nous intéressait beaucoup et qui liait le kiff de pratiquer la langue avec l'histoire des États-Unis. Mais elle le faisait de manière très... Je trouve qu'elle le faisait par un prisme très pédagogique mais intelligent pour capter notre attention, parce que c'est dur de capter des ados finalement. Moi, j'allais te dire, en vrai, quand on a un prof passionné et qui te transmet bien les choses, c'est hyper bien, mais c'est aussi tout difficile d'avoir ça. Enfin, le contexte, on le connaît à l'école, comment c'est compliqué le système scolaire, etc. pour les professeurs, donc c'est une chance d'avoir un prof comme ça au final. Totalement. Je pense que ça peut changer une trajectoire de vie, un prof. Bien sûr, et surtout sur une matière comme l'anglais qui, franchement, en France, on est plutôt éclaté en anglais. On va pas se mentir. On veut que tout le monde parle français quand t'as des étrangers. Mais vraiment, même mes parents, des fois, ils sont là, genre, bah oui, mais pourquoi ils parlent pas français? Bah en fait, non, pourquoi nous, on parle pas une autre langue, quoi. Genre, c'est pas normal, tu sais. C'est ça. Mais ouais, ok, d'accord. Et est-ce que la musique, il y a des musiques qui ont pu t'inspirer, toi, plus tard dans ta vie personnelle ou dans ton taf? Est-ce que, par exemple, tu travailles en musique quand t'écris ou pas forcément? Non, quand j'écris, non. Mais avant, quand je bossais en open space et tout, déjà pour pas entendre ce qui se passe autour, j'étais pas mal en musique. Ouais. Ok. Et du coup, il y a des trucs qui ont pu t'inspirer ou pas après, plus tard Inspirer, non, mais c'était des vibes que j'aimais bien. Ça me faisait partir un peu. Ça me faisait toujours partir aux US, tu sais. J'aimais bien Ryan Leslie. Ouais. J'aimais bien ses instrus. J'aimais bien Greg David, mais comme tout le monde, tu vois. Ouais, bien sûr. Rien de spécifique. J'aimais bien les premiers albums de Chris Brown. C'est vrai. C'était une belle période, hein, putain. Ouais, c'était une belle période. Donc j'écoutais tout ça. Est-ce que ça m'a inspiré? Je pense que dans ces sons-là, il y avait beaucoup de messages de love, tu sais, sur les relations aussi, mais beaucoup de messages de we can do it. Ouais, c'est vrai. D'où que tu viennes, tu peux y arriver. Et ça, moi, c'est des messages qui m'inspiraient beaucoup. Tu vois. Ouais, il y a ce truc-là. Et puis, est-ce qu'aujourd'hui, quand tu réécoutes ces sons, ça te renvoie à cette époque-là ou pas forcément? Totalement. Ouais. Même si j'ai pas envie d'être cette personne, tu sais, qui dit avant c'était mieux. Non, parce que moi j'ai l'âge de ce genre de phrase, tu sais, ça y est, là je suis en transition. Je le dis pas, moi, c'est toi qui le dis, je veux pas. Non, moi je sais, j'ai l'âge, je le dis à nos auditeurs, auditrices, parce que c'est important qu'ils le sachent, mais tu sais, ce truc, avant on écoutait ces sons-là, c'était bien et tout. J'ai pas envie de faire l'ancienne, parce qu'il y a tellement de gens quand ils font les anciens qui m'agacent. Ouais, c'est vrai. J'en peux plus parce que déjà d'une part je trouve pas ça actuel. Il y a tellement de choses qui se passent là dans le monde actuel que tu peux pas vivre dans le passé. Non, c'est vrai. Non, ouais. Et je pense aussi que tu vis dans le passé parce que à nos âges, en tout cas au mien, pas le tien, mais tu te rapproches de la mort. Donc tu préfères... Ouais, t'as une marche encore, si Dieu veut, t'as une marche encore. Normalement, il n'y a pas de problème. Plutôt que de regarder devant, tu regardes en arrière. Ouais, non mais c'est vrai. Mais tu sais, des fois, t'as ce truc... Sans faire le relou de c'était mieux avant, tu vois. Mais tu sais, dans ta vie de tous les jours, des fois, tu te le dis, même inconsciemment, de temps en temps, sur des sujets nuls, tu vois, genre, pas sur des trucs incroyables, mais des fois, je sais pas, on a 10 ans d'écart, toi et moi. Ouais. Mais dis à moi, à mon âge, je me dis des fois, avec ça va tellement vite aujourd'hui, que la génération maintenant qui ont 20 piges et tout, genre, des fois, je me dis, quand même, il y a des trucs. Mais ça dure une seconde, tu vois. Après, je me dis, par contre, ils sont grave avancés sur certains trucs où nous, à cet âge-là, on n'avait pas ces réflexes-là et tout, machin. Donc il y a du bon et du mauvais, mais faut rester dans son époque, c'est important, je pense quand même. C'est ça, ouais. C'est important. Restons actuels. Ouais, il faut. Que soit ton âge, soit actuel. Il faut. Et t'as été jusqu'où au niveau des études alors du coup? C'était quoi le projet? Est-ce que t'avais un rêve déjà quand t'étais petite? Un métier genre rêvé, tu dis quand je serai plus grande je vais faire ce truc-là? Mais moi j'avais des rêves éclatés, genre je voulais être chanteuse de R&B. Ouais, mais ça va. Ça va. Je voulais être présentatrice TV. Éclatée. Ouais, ok. Tu vois, j'avais ce truc de... En fait, je voulais présenter quelque chose, que ce soit de la chanson ou autre, je voulais présenter... J'ai fini par y arriver. Déjà, ouais. Mais je voulais présenter un truc, je pense, et je sais pas si c'est un rapport à soi, en fait. Je voulais porter ma voix. Ok.
Je pense que dans tous les métiers comme ça que j'ai rêvé de faire aux différentes périodes de ma vie, je voulais porter ma voix. Et ce qui est assez drôle, c'est que j'étais ultra discrète, moi. Tu vois, j'ai plein de copines qui font du stand-up, qui sont actrices ou autres, qui me disent, mais moi, quand j'étais môme, je chantais. Oui, c'est vrai, je faisais des représentations à la maison et tout. Moi, archi pas, je rasais les murs, j'allais dans ma chambre. Et par contre, dans ma chambre, là, je me mettais devant le miroir et je faisais mes représentations. Mais devant la famille, je n'assumais pas ce côté-là. Pourquoi tu pensais quoi? C'est la pudeur familiale je pense que ou j'avais peur de décevoir mes parents. Okay. Je pense que très tôt, j'ai eu conscience de tout ce qu'ils ont fait pour que j'ai ce que j'ai. Et qu'il y avait, tu sais, ce truc tu vas étudier parce que c'est important, ça va être ton arme dans la vie, parce que de là où tu viens, parce que ce que tu représentes, ça va pas être facile dans un pays comme la France. Et donc, tu vas étudier et tu vas te donner les moyens. Et c'est ce qu'on a tous fait dans la fratrie. On a étudié. Ok. C'est important d'avoir ce truc, d'avoir un bagage, de se dire au moins il y a ce truc-là. Et on ne sait pas comment ça va tourner après, mais au moins il y a ce truc-là de se dire tu as une sécurité. Exactement. Ok, ouais, je connais ce truc-là aussi. Et du coup, tu as été alors jusqu'où alors finalement pour avoir ce bagage, cette sécurité? Tu as fait quoi? J'ai fait un master. Et ensuite, j'ai fait ce qu'on appelle un MBA, un Master of Business. Et en fait, administration, et ce truc-là, c'est un diplôme un peu international en gestion des entreprises. J'ai fait, moi, dans une école à Paris, et puis ce qu'on appelle plus communément une boîte à sous. Et donc, dans une école qui t'offre un diplôme international, et ma major était en marketing. Ok, d'accord. Et t'avais un projet, t'as fait ça parce que c'était quoi qui te plaisait là-dedans dans ce truc-là? Le côté business, négociation, tout ça, j'aimais bien, même si j'étais pas très à l'aise avec les chiffres. Moi, j'étais une éclataxe en maths, même si je sais que c'est une croyance limitante et que j'ai fait des efforts après. En fait, j'étais nulle jusqu'au lycée. Au bac, c'était une catastrophe, les maths. Et ensuite, à la fac, je me suis dit, mais il faut que je dépasse ça. Maintenant, je suis dans des trucs plus littéraires. J'étais en éco-gestion, j'avais de la macro, micro, tout ça. Mais il y avait pas mal de maths là-dedans. D'accord. Et du coup, je me suis dit, attends, faut que je me réconcilie avec ça, parce que sinon, je vais souffrir. Ouais, tu vas être dans le mal après. Et je me suis réconciliée, mais assez pour avoir un truc juste, quoi. Mais pas... C'était pas excellent, quoi, les maths. Ouais, t'as eu le minimum pour pouvoir gérer tes affaires après, mais sans... ok. Et je crois savoir que depuis que t'es jeune, quand t'étais étudiante, grâce à ta bourse, t'as beaucoup voyagé. Et tu sais d'où ça te vient, d'ailleurs, cette envie de voyager? Tu sais quoi? Je pense que c'est les darons, en fait. C'est ouf, ça ouais, je pense que... je peux pas lancer de légende comme ça, mais si j'avais à lancer une légende, je dirais que chaque enfant d'immigré, il a une facilité comme ça à bouger, comme si le monde nous appartenait, en fait. Comme si partout dans le monde, ça pouvait être chez moi. Mais moi, j'ai vraiment ce truc de partout où je vais, je me sens à la maison. En fait, aussi bien, je me suis sentie à la maison sur le continent asiatique, je me suis sentie à la maison sur le continent latino-américain, alors que c'est pas les mêmes religions, c'est pas les mêmes. Je me suis sentie à la maison aux États-Unis, je me sens à la maison au Moyen-Orient, je me sens à la maison partout. Ça, c'est un truc de dingue. Ouais, c'est un truc de dingue. C'est une chance. Déjà, c'est une chance de pouvoir voyager. Et en plus de ça, d'être aussi à l'aise et tout, c'est kiffant. Ça te fait apprécier encore plus le moment, je pense, où t'es à ce moment-là, quoi, dans le pays, quoi. Ouais, je pense que... Tu te limites pas forcément. C'est ça. Je pense que quand t'es dans une posture d'accueil et d'ouverture et dans une forme d'humilité aussi, parce que tu te dis, je vais recevoir, tu vois, je peux que... En vrai, ça peut que être une valeur ajoutée. Je vais recevoir, tu vas pas avec des a priori. Et je pense qu'il y a que de la magie, en fait. Et t'as fait quoi, en gros, vite fait, quelques pays à cette époque-là de ta vie? T'as été où, juste pour nous en citer quelques-uns pour... Tu parles de différents continents. J'ai fait pas mal, j'ai fait beaucoup de pays. Alors, à un moment donné, j'ai pas arrêté avec l'Asie du Sud. J'ai fait Malaisie, Indonésie, Sri Lanka, Inde. Quand même. J'étais passionnée par l'Inde. En Amérique latine, j'ai fait le Mexique. J'ai fait les Caraïbes aussi. J'ai fait Porto Rico, qui est un État, tu sais, américain. J'ai fait les États-Unis, le Canada. J'ai fait l'Afrique du Nord. Le Maroc, c'est un pays de cœur. C'est pas mon pays d'origine. Moi, je suis d'origine tunisienne, mais le Maroc, j'y vais très régulièrement. J'aime énormément. Là, ce que tu me dis, c'est ce que tu as fait tout au long de ta vie ou c'était à une période donnée? En fait, c'est des pays où j'ai été régulièrement. J'y suis retournée
retournée. L'Asie, je te dis, je suis retournée régulièrement en Thaïlande. D'accord, ok. Et puis la Tunisie, c'est mon pays d'origine. Bien sûr. Donc depuis toute petite, j'y vais et c'est mon deuxième domicile en fait. Ok. Et il y a un truc, est-ce qu'il y aurait un point commun que tu trouverais à tous ces pays, je sais pas, à n'importe quel niveau? Ou pas forcément, ou vraiment tout est vraiment différent pour trouver un point commun? Mais non, il n'y a pas de... En fait, c'est d'un pays à l'autre. Par exemple, je sais qu'au Mexique, tu vois, j'ai parlé avec beaucoup de femmes et elles dénonçaient des choses dans la société de tous les jours, de comment elles étaient traitées, le regard de l'homme, la misogynie, tout ça. Et tu te dis, mais en fait, c'est pas propre à certaines cultures comme on a pu me l'inculquer. Ouais. C'est faux. C'est pas propre à une religion. C'est pas propre... Non, c'est des vrais... c'est des vrais problèmes dans les sociétés, tu vois. Par exemple, en Thaïlande, j'ai appris qu'il y avait beaucoup de féminicides, beaucoup de femmes qui étaient battues. Et quand toi, tu viens en tant que touriste en Thaïlande et que tu kiffes, là, tu vas manger tes petits pad thaï, t'es en bord de mer, tu consommes ce que tu consommes, et que tu passes à côté de ça. Tu passes à côté de ça. Sauf que dans ces sociétés-là, il se passe des choses... ouais, si tu veux que je te dise un truc commun, c'est des femmes... C'est malheureusement un drame commun partout, quoi. Ouais, je pense que... Ouais. Après, à des degrés différents, tu vois. Bien sûr. Mais je pense que c'est assez toléré par les systèmes. C'est un truc qui est universel, en fait. C'est ouf, hein. Mais là, je viens de le réaliser, hein, en te parlant. Ouais, en disant ça. Mais tu vois, c'est d'autant plus important de ce qu'on disait tout à l'heure, à savoir de bien rester ancré dans le présent, parce qu'il y a des choses qui se passent comme ça, et donc il faut avoir conscience, quoi. Même si on peut pas toujours tout faire à ce niveau-là, mais au moins d'en avoir conscience et de se dire qu'il y a des problèmes partout. Quand on voyage, et de voir pas toujours le bon côté d'un voyage, quoi, de se dire aussi... Même si tu es en vacances, on ne demande pas d'aller faire un truc, mais tu sais, de se dire que dans des pays, il se passe des trucs et il faut voir un petit peu plus loin de temps en temps, si on peut. Mais pour ça, il faut être en contact avec la population locale. Ouais, complètement. Et ça, on n'a pas toujours ça, c'est vrai. C'est vrai que je voyage de manière très locale, en fait. J'essaie vraiment au maximum de sortir des sentiers battus, d'être avec des habitants, c'est bien ça, c'est bien. Des indigènes, entre guillemets, des gens de là-bas, quoi. Ouais, pas prendre un truc all inclusive et aller à la plage et à la piscine et basta. Ça m'arrive aussi. Ouais, bien sûr, oui. Mais j'ai du mal à dire j'ai été en Turquie, si j'ai été au Club Med, Antalya, tout ça, j'ai du mal à dire j'ai été en Turquie. Parce que t'as pas l'impression de connaître la Turquie, d'avoir vraiment vécu la Turquie si tu fais juste ça, quoi. En gros. Non, je pense que ton Club Med Antalya, c'est le même que ton Club Med à Marrakech, que ton Club Med ailleurs. Je pense que c'est la même expérience. De toute façon, quand tu regardes les photos même de ces trucs-là, tous les trucs se ressemblent. De toute façon, peu importe quand tu vois le truc. Et pour revenir un peu en France, c'est quoi les premiers tafs que tu as fait en France, tu sais, est-ce qu'à la sortie de tes études, tu as fait des petits tafs ou alors tu as directement suivi avec ta boîte ce que tu faisais? En fait, je bossais quand j'étais étudiante. Moi. D'accord. Je bosse depuis que j'ai l'âge de 16 ans. D'accord. J'ai donné des cours de soutien scolaire à ces jeunes. J'ai été surveillante en lycée, dans le lycée dans lequel j'étudiais d'ailleurs. Ah ouais? Ok, c'est marrant ça. Ouais, et j'ai fait des tafs d'hôtesse d'accueil pour des émissions télé, tout ça. J'ai fait des tafs d'hôtesse pour le salon de l'auto, tu sais, le fameux salon de l'auto, avec tous les pervers qui viennent nous visiter l'auto et l'hôtesse. C'est vrai, malheureusement. J'ai fait en parallèle de mes études, j'ai fait un job, tu sais, à la banque. Je bossais à la banque, mais service international. D'accord. Parce qu'ils avaient besoin de personnes qui géraient toute la clientèle internationale pour ouvrir... c'est tous les étudiants qui venaient ouvrir des comptes dans des écoles en France. D'accord, ok. Ça, c'était pour un cursus de MBA aussi, qui était basé à Clairefontaine, à Singapour en simultané. Ok. Donc je faisais ça. Ouais, T'as fait pas mal de choses, ouais. Ouais, j'ai fait pas mal de petits jobs avant de... Ouais, j'ai toujours bossé. T'as toujours bossé, ouais. J'ai toujours bossé parce que pour moi, fallait que j'ai mon indépendance et fallait que je voyage. Ouais. Tu te donnais les moyens de pouvoir faire ce que tu as envie de faire. Absolument, absolument. Et mes parents, ils étaient totalement... Ils comprenaient pas. Ils disaient, mais attends, mais il faut que tu t'épargnes. Et j'étais là, mais demain, je sais pas si je serai en vie, mais moi, il faut que je voyage. Vraiment, ils hallucinaient parce que j'ai une autre sœur qui est un peu pareille. Et du coup, dès qu'il y avait de l'oseille, c'était bim, je vais au Canada, bim, je disparaissais, quoi. Ouais, parce qu'en vrai, il y a deux...
Il y a deux écoles. Il y a ce truc-là, comme tu dis, d'épargner, de se dire on sait jamais, on garde pour demain, voilà, et un pépin, ou je sais pas, ou investir plus tard. Et il y a ce truc de on vit, on verra, tu vois. On sait pas ce qui peut se passer, c'est clair. Et t'en parles dans ton spectacle. C'est à quel moment que tu pars, toi, tu dis que tu as vécu aux Émirats, tu as vécu à New York. C'est à quel moment que tu pars dans ces pays pour le travail, donc on est d'accord à ce moment-là que tu t'en vas. C'est à quel moment de ton parcours? C'est après tout ça? C'est après tous tes petits tafs, après les études, etc. Tu pars? Les Émirats Arabes Unis, je pars pendant les études. Parce que c'est un stage aux Émirats. Je ne dis pas forcément que c'est un stage dans le spectacle, mais c'est un stage... en fait, je dois faire un stage. Je fais un stage l'année d'avant dans un pays hispanophone. Donc, je vais en Espagne, à Valence. Et l'année d'après, je me dis un pays anglophone. Et je vois tous mes collègues et tout, ils vont aux États-Unis, Australie ou à Londres. Parce que Londres, c'est la proximité. Et moi, je me dis, en fait, j'aimerais bien tester un truc arabo-anglais. Et je me dis, moi, j'ai cette chance quand même d'avoir une culture, d'être issu d'une culture où on parle arabe. Et moi, je le parle depuis que je suis môme. Donc, je vais aller dans un truc. Et Dubaï... C'était vraiment le début, c'était les 10 premières années de Dubaï, parce que Dubaï, tu sais que c'est né sur le désert. Ouais, complètement. C'est né à partir de rien. Donc j'y étais vraiment au début, avant tout ce qu'on voit aujourd'hui sur Dubaï, avec les influenceurs, les gens de la télé-réalité et tout. J'y étais vraiment au tout début. Et c'était une expérience incroyable. Ouais, c'était kiffant. C'était kiffant aussi bien d'un point de vue apprentissage dans l'entreprise, parce qu'ils ont une mentalité anglo-saxonne, donc très axée sur la méritocratie, très axée sur le partage, sur le « viens, on kiffe ce qu'on fait et on explique pourquoi on le fait ». Il y avait un côté pédagogique que je pense que je n'aurais pas trouvé à l'époque en France. Et puis, il y avait tout ce qui se passait autour, parce que j'arrivais dans un no man's land où tu voyais des bâtiments poussés comme des champignons, et il fallait que j'appréhende, que je comprenne ça. Puis j'avais une voiture, je roulais dans des autoroutes, j'avais pas l'habitude. Parce que, nous, à Paris, tout est petit, alors que là-bas, tout était immense. Tu arrivais dans un parking. Des fois, j'arrivais au mall, donc au centre commercial, et j'avais un valet qui venait chercher les clés de la voiture. Ah, c'est un autre monde. C'est un autre monde. Donc, tu sais, tu découvres les codes, mais tu l'expérimentes dans le silence, et tu dis « Ah, d'accord, là, ici, c'est comme ça. » Donc, t'apprends. Mais t'apprends tous les jours, c'est dingue. Et là, t'es reparti entre-temps depuis, j'imagine, à Dubaï. Totalement. Et tu vois la diff, du coup, entre maintenant et la première fois où t'as été? Totalement. Négatif ou positif, du coup? Eh bien, écoute, il y a des côtés très positifs, parce qu'ils ont accueilli l'exposition universelle. Attends, comment ça s'appelle ça? Oui, l'exposition universelle. Donc, ils accueillent pas mal d'art, ils s'ouvrent sur le monde, etc. Ça se développe dans le positif, et en même temps, tu as la population qui évolue totalement. Là, t'as plein de Français qui sont là-bas, qui véhicule une image qui est ce qu'elle est. Je n'ai pas forcément de commentaires à faire là-dessus, mais qui n'est pas du tout celle du Dubaï que j'ai. Et puis après, c'est pareil, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est tu vas à Dubaï, essaie de rencontrer des natifs, sachant qu'il y en a très peu. Oui, c'est vrai, t'as raison. C'est vrai. À l'époque où j'y étais, moi, ils représentaient peut-être 8-10% de la population. C'est rien. Ils étaient vraiment en minorité, en minorité. Puis ils ont des jobs, tu les rencontres pas, parce qu'ils travaillent dans les douanes, ils travaillent dans tous les trucs étatiques. Tu les croises pas trop, quoi. Ok. Donc c'est intéressant d'avoir ce point de vue, parce que c'est vrai que maintenant Dubaï, ça sonne comme tu le disais tout à l'heure, télé-réalité, machin, mais il y a eu un Dubaï avant ça, quoi. T'as plus d'eau. Je vois que t'as plus d'eau dans ton verre. J'ai plus d'eau et je kiffe boire. Je suis désolé, mais tu veux qu'on aille en chercher de l'eau? Non, t'inquiète, on est là, on est bien. Ok, ça marche. Et New York, du coup? New York. Dis-nous un peu cette expérience new-yorkaise qui fait un peu rêver les gens qui ont jamais eu l'occasion de voyager là-bas. New York, ça s'est passé en plusieurs étapes. Déjà, ça a toujours été un rêve d'aller à New York. J'ai ma sœur qui a 1 an de moins que moi, Isma, qui elle fait des études de réalisatrice et qui fait 1 année à New York avec son école. Et donc, c'est l'occasion d'aller à New York. J'embarque ma petite sœur, Donia, et on part pour 15 jours à New York. Première fois. T'as quel âge, toi, à ce moment-là? Moi, j'ai
peut-être 24, 25 ans, tu vois. On va à New York et donc c'est l'occasion de faire découvrir à ma petite sœur, mais aussi d'être avec mon autre sœur. Et c'est vraiment cool. Ouais, c'est vraiment cool parce que on est à Brooklyn et déjà elle est dans une coloc très sympa avec d'autres étudiants qui viennent de Paname aussi avec elle, des potes à elle. Et franchement c'est cool quoi. On passe un super moment. J'ai une amie d'enfance aussi qui vient avec sa petite sœur. Trop bien. Là c'est les vraies vacances. Là c'est vraiment cool. Et puis voilà, on découvre New York, on se promène, on explore la ville. Et ouais, dans chaque recoin de rue, il y a un film, il y a un truc qui te rappelle. Bah oui, forcément, c'est dans l'inconscient collectif de. Exactement. Carrément. Donc c'est magnifique. Et ça, c'est le premier New York. Le second New York se fait plus adulte, avec un pouvoir d'achat plus élevé, mais donc genre en hôtel. Tu visites, explores. Là, tu as level up un peu dans le truc. Tu level up, tu fais des rendez-vous, tu vois. Et le troisième New York se fait stand-up. Stand-up. Donc j'ai ma pote Laura, mon amie d'ailleurs, que j'appelle hermana. Porque hablamos un poquito de español. Très bien. Et mi hermana Laurita, qui está en Nueva York, qui me dit, à qui je dis, tu sais quoi, j'ai envie de tester le stand-up et tout. Et Laura, elle est juste fantastique. Elle me dit, mais viens. Toi, genre, ouais, vas-y. Pour Laura, je pense que j'aurais dit, je sais pas, j'ai envie d'être chirurgien, cardio. Elle m'aurait dit, viens. On a ce genre d'amis, généralement. Ouais. On en connaît dans notre entourage qui. Mais c'est trop bien. C'est tellement précieux. Oui, moi, je suis d'accord. Donc, elle me dit, viens. Et elle, à l'époque, elle vit avec Jason, son futur mari. Elle vit à New York, à Brooklyn, mais le Brooklyn gentrifié, Williamsburg. Tu sais, c'est le quartier très actuel. D'accord. Genre, dans une partie de la rue, c'est très blanc, et la partie d'après, c'est très latino. Ah oui. Et ça parle plus qu'espagnol. Et tu sais, moi, je me fonds très bien dans les deux décors, et je kiffe. Mais vraiment, je kiffe. Je vis ma best life à New York. Ouais. Je kiffe. Donc, tu sais, le soir, je vais jouer, puis la journée, je suis avec ma pote et son mari. Donc, et puis, je découvre Williamsburg. Et je kiffe de ouf. Puis de temps en temps, je chill, je sors avec des potes, je fais mes réseaux. Enfin, tu vois, je vis la vie new-yorkaise, quoi. Tu te sens à l'aise, t'es chez toi, quoi. Mais totalement. Ouais, ce que tu disais tout à l'heure, Parce que c'est quoi? C'est le mood qui te correspond, en fait? C'est la vibe, je sais pas t'expliquer. C'est la vibe. Après, je t'avoue qu'on a eu une tempête de neige et tout. Il a fait trop froid pour moi. Et là, je me suis dit, en fait, j'en ai rien à foutre de la vibe. Je veux aller là où il fait chaud. Je n'en peux plus. Ouais, je t'avoue que là, j'étais en mode, tu sais, même la tisane là que je prends, elle me réchauffe pas. Il faut que je rentre. C'est un vrai paramètre, ça. Hein. C'est vrai. Hein. Des fois, moi, je kiffe. Des fois, je me dis, j'aimerais bien aller au Canada. Mais genre, pas en vacances, il restait un peu là-bas et tout. Mais quand je vois le froid, j'ai des potes qui vivent là-bas. C'est dur, quoi. Genre, j'arrive même pas. Faut que tu y ailles entre le mois de avril jusqu'à octobre-novembre. Ouais. Et t'es bien, en fait. T'as l'été, t'as l'été indien de l'automne, là, c'est magnifique. Faut que tu ailles. Il y a une période à aller. Ouais, faut que tu ailles 6 mois. Après les autres 6 mois, la vérité, je te garantis pas la survie. Tu sais, moi, j'ai jamais encore été à New York, j'aimerais bien y aller prochainement. Et tu sais, genre, je regarde des fois les meilleures périodes auxquelles y aller. Et tu sais, il y en a qui disent mais tu sais, il faut y aller en décembre, c'est magnifique, la féerie de Noël, machin et tout. Non. Mais après, je vois d'autres trucs qui disent mais plus jamais, je suis resté coincé, il n'y avait pas d'avion pour rentrer, avec les tempêtes, le froid, on n'a rien pu faire, tout était fermé et tout, machin. Et donc toi, tu me confirmes que là, c'est pas la bonne période, quoi. Non, moi je sais que j'ai une tolérance au froid qui est très limitée. Très limitée, très faible. Et honnêtement, que ce soit pour Montréal d'ailleurs ou pour New York, et à un moment donné, moi je pouvais plus. Non, les gens ils sont émerveillés par les fêtes de Noël, tout ça. Moi les galeries Lafayette, tu sais quoi? À Paris, le grand sapin, ça me va ça suffit. Bien. Ouais. Les lumières sur les Champs-Élysées, c'est l'une des plus belles avenues du monde. Franchement, ça va. Et encore, il fait froid à Paris. C'est vrai. Ce que je veux dire. Mais non, New York, moi, me taper des moins 12, moins 20, là, c'est pas... Non. C'est pas vivable. Non, je peux pas, je suis paralysée. Je peux pas. Ok, c'est clair. C'est clair.
Revenons un peu à l'humour. Je crois savoir que Méni kiffe l'humour depuis longtemps. Tu suis pas mal de stand-uppers, les Dave Chappelle et compagnie aux États-Unis. Ouais. Du coup, pour toi, tu te lances dans ce délire de faire du stand-up, c'est naturel ou c'est un truc ou c'est un challenge? C'est archi pas naturel. C'est archi pas naturel. Il faut que tu saches que c'est archi pas naturel parce que déjà, moi, je suis glossophobe. J'ai peur de parler en public. C'est vrai, tu t'en parles dans ton spectacle. Ouais. Et j'ai peur de parler en public. Je n'ai pas été programmée, si tu veux, dans mon éducation ou dans l'environnement dans lequel j'ai grandi pour tu vas être artiste, tu vas monter sur scène, tu vas porter ta voix. Je ne suis pas éduquée pour ça. Même si à l'intérieur de moi, il y a cette petite voix qui dit je vais porter ma voix un jour. Comment, pourquoi, je ne sais pas. Tu vois pourquoi l'eau? Oui, bah ouais. Je suis pas bien pour toi déjà. C'est mes sinus en fait. C'était sinus, donc je sais que je vais le faire d'une manière ou d'une autre, mais si je peux le faire sans m'exposer, c'est très bien. Il se trouve que je trouve un moyen de le faire. T'es un peu beaucoup exposé. Plus que beaucoup. Mais pour en revenir à ce que tu dis, oui, moi, en fait, depuis que je suis toute petite, je regarde les gens qui font de l'humour et je suis admirative de ce qu'ils font. Et surtout, je me dis, waouh, c'est dingue d'apporter du bonheur dans les foyers, d'apporter du bonheur chez des gens que tu connais pas. C'est le plus beau métier. Mais vraiment, je me dis ça depuis que je suis môme. Je me dis, waouh, c'est incroyable ce que font ces gens. Mais jamais je me dis, moi, je vais le faire un jour. Jamais je me dis, je vais le faire un jour. Mais comment, du coup, tu te le dis? Pourquoi tu te le dis? Je me le dis parce qu'un jour, j'ai une discussion avec un coach et il me dit, Méni, faut que tu fasses un taf où idéalement, c'est quelque chose que tu fais naturellement, où tu passes du bon temps sans t'ennuyer, sans te soucier du temps qui passe, sans te soucier de ton investissement, etc. Qu'est-ce que tu aimes faire? Et tu sais, moi, je lui réponds spontanément, mais moi, je kiffe blaguer, moi. Tu sais, j'aime trop faire des blagues, j'aime trop dédramatiser des situations, parce que j'ai connu beaucoup de situations, mais comme tout le monde, des épreuves de vie où il fallait que quelqu'un vienne dédramatiser pour pas qu'il y ait de naufrage, tu vois, pour que tout le monde survive. Et du coup, ça a toujours été la solution. Viens, on dédramatise, viens, on rigole, viens, on transforme ce moment de peine en quelque chose de joyeux, de léger, parce que de toute façon, en vrai, on va tous crever. Ouais. Tu vois, c'est la suite logique. Donc viens, on essaye de, même si, attention, je dis tout ça, j'ai l'air ultra, waouh. On est d'accord avec ça, ouais. Mais je suis une vraie drama queen. C'est vrai? Ah oui, aussi. Okay. J'ai besoin d'un peu, j'ai les gènes que j'ai besoin d'un peu de drama. Ouais. C'est vrai. On a vu des films égyptiens, des feuilletons et tout, on a besoin comme ça un peu de... Ah ouais. Mais pour après, justement, amener viens, on survit, t'as vu, on est quand même bien là où on est. Ouais. Ok, d'accord. Donc tu te lances dans le grand bain du stand-up aux États-Unis. Yes. Mais c'est marrant parce que tu me dis que tu as ce truc-là de t'affirmer en public, c'est pas ton truc de base. Mais j'ai l'impression que finalement tu fais des métiers, même avant le stand-up, où il faut quand même s'affirmer, où il faut vraiment prendre les choses en main. Il faut s'affirmer, mais pas en public. C'est ça vraiment la nuance. C'est le fait d'être en public parce que j'ai toujours été caractérielle, je me suis toujours affirmée. Parce que là où j'ai grandi, t'es obligé de t'affirmer par ta personnalité. Mais si je pouvais m'affirmer sans pour autant faire de bruit et cette nuisance sonore, exactement, ça m'allait très bien. D'accord. Mais disons que fallait pas venir me chercher. Ok. Moi, je ne cherche personne, je suis dans mon coin. Elle est en train de m'intimider quand elle dit ça. Non, pas du tout. Mais aujourd'hui encore, tu sais que des fois, les gens me disent « Méni, t'es trop gentille. Ouais. C'est abusé. » Je suis là, ouais. C'est ça, ouais. Je suis gentille, mais faut pas venir me piquer. Faut pas trop creuser, quoi. Non, faut pas creuser. Ok. Faut pas creuser. Et du coup, tu joues à New York. Tu vas jouer combien de temps? D'ailleurs, je crois savoir que ça se passe plutôt bien. Ouais, t'as l'art de la punchline plus américaine que française même finalement. L'art de la punchline, disons que c'est plus facile pour moi parce que j'ai moins de vocabulaire en anglais, donc je vais directement à la punch. Ah oui. Tu vois. Okay. Alors qu'en français, quand je vais commencer à écrire en français, je vais commencer à raconter ma life. Tu digresses plus facilement. Et du coup, ça devient compliqué, tu vois, de me faire aller à l'essentiel. Alors que, il y a une structure, il y a un rythme qu'il faut respecter. Ça, je vais le comprendre à travers mon apprentissage, tu vois. Je vais le comprendre avec le temps. Méni, est-ce qu'on ferait pas une petite pause pour faire un petit jeu? Allez. Pour faire le quiz art. Tu veux toujours pas boire? Tu veux pas qu'on aille chercher à boire? Je veux boire, ouais. On va chercher à boire? Allez, on va chercher à boire.
Le quiz Art Meni, je rappelle le principe à ceux qui ne connaissent pas encore. Tu auras 1 minute pour répondre au maximum de questions, des questions très simples. Si tu ne sais pas, tu me dis je passe. Si tu sais, c'est trop bien. Et on fait la question d'après. Et voilà quoi. Est-ce que tu es prêt? Je vais te mettre un petit chrono. Tu auras la petite musique, tu auras le truc bonne réponse, mauvaise réponse. Attends, d'ailleurs, c'est quel bouton? Là, c'est bonne réponse. Voilà. Ça me met la pression. Mais là, c'est ça la vraie pression. Attends, il y a le chrono qui arrive là, tu vas voir. Est-ce que tu es prête, Meni? Vas-y. Est-ce que tu peux me citer, s'il te plaît, 3 films avec Brad Pitt? Oh wow. Je suis éclatée là-dedans. J'en ai plein. Le truc qui murmurait au truc des chevaux. on passe. Un humoriste français. Un humoriste français, Farid. Un dessin animé Disney. La Belle au bois dormant. Un rappeur parisien. Parisien, Ouais. parisien. Orelsan, il est archi Il est absolument pas mal. Le seul de toute la France qui m'a sorti une série Netflix. This allez, je te la donne. Une série Netflix. Une série Netflix, Who is Erin Carter. Et moi, je nique tous les noms. Non mais t'y es. Un film avec Jamel Debbouze. Cléopâtre, quelque chose. Mission Cléopâtre. Un film sans Jamel Debbouze. Il y en a trop. Il y en a trop. Mais pas forcément français. Est-ce que tu veux? Les chevaux qui murmuraient à l'oreille des oiseaux. Un humoriste américain. Dave Chappelle. Ok. Franchement, je suis déstabilisé moi-même par mes propres questions tellement j'étais pas prêt à ces réponses. Meni, alors, voyons voir. On va compter les nombres de réponses. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mesquine Brad Pitt, mesquine. Ouais. Seven, il m'a marqué. Tu sais que vraiment, en plus, je prends des grands acteurs comme ça, c'est large, qui ont une grande filmographie normalement. Je me suis mis la pression du timing. C'est ça, t'as vu hein. Wow. Parce que c'est les questions en elles-mêmes, elles sont tranquilles. Mais elles sont trop tranquilles, tes questions. Mais c'est ça le piège. C'est vraiment le chrono. Ouais. C'est vraiment bienveillant. Non, c'est pas. Je veux pas te mettre dedans. Mais tu vois. c'est quoi le film avec les chevaux? Dis-moi. Mais la vérité, tu m'as sorti le seul film de Brad Pitt. Je vois pas de quoi tu parles. C'est tellement drôle. C'est le mec qui murmurait à l'oreille. C'est un vieux film. Ouais, c'est un très vieux film. Bah moi, je suis vieille, tu sais. C'est un vieux. Non, dis pas ça. Mais c'est un film genre il est jeune. Brad Pitt. Très jeune. Il est très jeune. Ouais, je vois l'affiche. Il est méconnaissable. Je vois l'affiche, mais le titre. Après, vraiment, t'aurais pu me sortir vraiment. Ah oui, bah, j'aurais pu te dire Seven déjà. T'aurais pu me sortir Seven, t'aurais pu me sortir 3. Il y a quoi? Ah, il y a eu 3 aussi. Il y a Mr. and Mrs. Smith. Ah, Bullet oui. Train, il n'y a pas très longtemps là. Vraiment éclaté mon accent. Je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu, mais bon, bref, il avait. Je l'ai pas vu parce qu'il me paraissait trop marketing. C'est vrai. Ouais. Je sais pas. J'ai pas vu non plus, mais j'ai ressenti là aussi. Et bah, tu sais quoi, on parle de film, on parle de cinéma. Est-ce que tu vas au cinéma, toi, encore? J'y allais jusqu'à, je pense. Je pense que avant la pandémie, j'y allais plus. Ok. Que maintenant. Ouais. Par rapport aux puces de cinéma, le truc à rien à voir. La punaise les punaises. Ben déjà, ça, tu sais, je suis pas prête d'y retourner. Hein. C'est vrai? Ça te freine vraiment ce truc-là? Ça va te. What? Ouais. Mais les punaises, là, je vais prendre le train, là. Ouais, c'est non. Ouais, mais je suis pas sereine du tout. Hein. Ça se trouve que ça y est depuis longtemps, mais vu que là on en parle en vrai. Non, c'est pas ça. C'est qu'on te dit, il y a un foyer. On a regardé les mêmes infos aujourd'hui. Il y a un foyer sur 10 en France qui est touché par des punaises de lit. C'est quoi cette ambiance? On dirait pas qu'on est. Non, on est dans un pays développé ou pas là, normalement, ouais. Normalement. Non. Ok, non. Donc non. Donc là, tu vas. Est-ce que tu te rappelles le dernier film que tu as vu par exemple au cinéma? Waouh. Ah ouais. C'est le film avec les chevaux de Brad Pitt? Non. Ça marche, tu m'as fait peur. Ah, je sais pas. Qu'est-ce que j'ai vu? Oh, je suis. C'est cette année déjà ou pas? Non. Ah, c'est pas cette année. Donc là, on est en septembre, t'as pas été là depuis le début. Depuis, avec Netflix, tout ça, moi, j'ai totalement changé mon mode de consommation des films. Comme plein de gens d'ailleurs. Ouais. Donc là, ça fait un bail, quoi. Ça fait un bail. Ok. Mais, allez, peut-être que si j'y réfléchis un peu, je vais trouver un truc que j'ai vu il y a pas si longtemps et que j'ai kiffé. Mais ouais, non. Non, laisse tomber. Je vois que ça vient pas. Non. Et est-ce que du coup, par contre, tu peux me citer un film classique que t'as? Que tu kiffes, que tu peux regarder, tu sais que tu vas kiffer, que ça passe toujours. Mais c'est pas un classique américain ou français ou autre. Ce que tu veux. C'est un truc que je kiffe moi, c'est un film indien. C'est D'accord. pas un Bollywood. Ouais. C'est un indien qui s'appelle Monsoon Wedding. D'accord. Et c'est un film qui m'a marqué moi toute ma vie. C'est une famille Punjab, c'est une immersion dans une famille Punjab lors d'un mariage. Et t'as un truc bizarre avec un oncle qui vient des États-Unis, mais qui a eu,
qui a pratiqué des attouchements sexuels sur l'une des mômes de la famille au Punjab. Enfin, il est extraordinaire. Okay. Il est d'une réalisatrice qui s'appelle Mira Nair, qui fait des films en immersion, mais qui fait des films un peu documentaires. T'as l'impression d'être dans la famille. Okay. C'est incroyable ce que j'ai appris dans ce ce film. Et tu peux redire le titre, peut-être pas. Il y a des gens qui vont peut-être... Monsoon Wedding. Ok, ça marche. Comme ça, peut-être des gens qui vont le découvrir. Et les séries, du coup, maintenant tu me parlais de Netflix. Tu mates quand même des séries? Ouais, j'ai regardé Who is l'autre folle là, qui la tue personne. tout le monde, qui tape tout le monde et qui se relève et qui survit. J'ai pas maté moi encore, j'ai vu que c'était sorti il y a pas longtemps. C'est incroyable cette série. Ouais, c'était bien. Ouais, enfin c'est bien, c'est un peu surréaliste quoi. C'est Netflix quoi. Ouais, faut qu'ils arrêtent à un moment donné. À un moment donné, elle est blessée, elle se lève, elle se tape, tu vois la meuf. C'est la base de la vie quoi. Ouais, c'est ça. T'es là, wow, mais vraiment qui est Erin Carter? Et est-ce que t'as une... Moi j'ai du mal avec les séries Netflix, je m'en parle en ce moment. Ah ouais? Ouais, depuis quelques temps, je sais pas, ils se fatiguent. Il y a quelques trucs, mais en fait, le vrai problème, je pense, c'est qu'il y a tellement de sorties que vous vraiment trouver les petites pépites à droite à gauche parmi le flou de sorties. De sorties de séries? Non, arrête. Non, je trouve. Sur Netflix ou en général? Sur Netflix, il y en a pas. Sur Netflix. Il y en a pas assez. Là, je trouve ça vraiment... Peut-être parce que moi, je vous regarde à l'échelle de toutes les plateformes, peut-être. Ouais. C'est pour en ça que tout cas, sur Netflix, je suis déçue. Là, ça fait un moment que... T'as pas eu de coup de cœur? Ouais, non, c'est pas que j'ai pas de coup de cœur, mais je suis obligée de vraiment aller creuser. Mais je vais regarder des trucs côté égyptien, côté... Ah ouais? Ouais, je suis obligée d'aller... d'aller explorer dans... Là, je regarde un truc, c'est américain, tu vois, mais c'est une famille coréenne. Ça s'appelle Kimchi... Ah, je suis nulle en... Non, c'est terrible, je suis non. Jim Kimchi ou un truc comme ça. En tout cas, c'est une série que j'aime bien, c'est coréen, c'est des immigrés coréens qui tiennent une épicerie. Ok. Mais à Toronto. D'ailleurs, c'est pas aux États-Unis, c'est au Canada. Et t'as toute la culture coréenne à travers tout ça, c'est incroyable. Bah, tu me fais... l'humour coréen, c'est génial. Ouais. Ça me fait penser, parce que tu me dis pardon, mais j'ai plus le blaze, putain, moi c'est pareil, qui est sorti il y a peut-être 3-4 mois avant les vacances. C'est une série un peu plus grand public, je pense, avec, pareil, cette culture coréenne, avec Steven Yeun, tu sais, le mec qui jouait dans Walking Dead à l'époque. Ouais. Je sais pas si tu as vu passer ce truc-là, où et la meuf, pareil, hyper connue. C'est deux personnes qui s'embrouillent sur un parking et ça va dégénérer au fond. Tu te rappelles de ce truc-là? Avec Ali Wong. Ali Wong, merci, j'avais plus de blaze. Extraordinaire. J'avais kiffé cette série. Je pense que c'est la dernière série Netflix que j'ai vraiment bien aimée. Ah ouais, Ali Wong, elle est dingue. C'est une humoriste. C'est une humoriste, ouais, tout à fait, exactement. J'avais plus le nom, mais merci, ouais, c'est ça. Et est-ce que tu as une série préférée all time? Ouais, non, je te dirais Friends, mais parce que sans conviction. Ça tourne encore. Ouais, sans conviction aucune. J'ai un truc vraiment qui a marqué mon enfance, moi, c'est Le Prince de Bel-Air. Ouais, je voulais t'en parler. Je sais que Will Smith t'a marqué de pas. Depuis Le Prince de Bel-Air, il n'y a rien qui m'a touché autant, quoi. C'est vrai? Ouais. T'as pas eu ce goût, ouais. Non, il y a beaucoup de très bonnes séries et tout, mais ouais. Donc on peut dire que c'est Prince de Bel-Air, ta série all time finalement. Non, il y a une série que j'aime beaucoup. Elle veut pas se décider. Non, il y a une série que j'aime beaucoup, Kabul Kitchen. Ah oui, putain. Je sais même pas si les gens connaissent tellement. C'est arrivé à l'époque où des gens consommaient pas autant de séries. C'est tellement drôle. C'est vrai, Kabul Kitchen, bordel. C'est tellement drôle. J'ai kiffé avec Gilbert Melki dans le rôle principal. C'est du grand art pour moi. Puis ce peignoir. Ouais. Cette histoire, tu sais, le mec, il est à Kaboul. C'est vrai, improbable. J'adore une série Canal. J'adore les croisements de culture comme ça. C'était improbable. En fait, le synopsis, il est improbable. Ils l'ont fait. Et moi, ça m'a fait kiffer. C'est vrai que c'était bien. J'adore, moi, Gilbert Melki, je trouve bête d'acteur. Et ça, je pense que c'est toujours dispo sur Canal, pour ceux qui connaissent pas. Mais ouais, c'était vrai, c'était une bête de série qui est sortie il y a quelques années. Incroyable. Est-ce qu'il y a une série que tu fais croire aux gens que tu as vue, mais que tu n'as jamais vue? Ouais, je crois à Soprano. Ouais, c'est genre normalement on est dans ce registre-là. Ouais. Soprano. En fait, j'ai l'impression de l'avoir vu parce que j'ai tellement entendu parler des personnages, de ce qui s'est passé et tout, et en même temps, je me dis, je pense que le jour où je la regarderai, il me faudra beaucoup de temps pour analyser, parce que j'aime bien analyser les personnages. D'accord, ok. Et je pense qu'il me faudra beaucoup de temps, et il faudra, tu vois, dédier du temps à ça. Ok. Parce que tu regardes pas Soprano comme ça. C'est une œuvre. Ouais. Il faut, ok. Et est-ce qu'il y a une série ou un film là dernièrement que tu as trouvé un peu surcoté, tu sais, qu'on t'a vendu, on t'a dit ouais, mate ça, ou alors qui a eu un succès que tu as vu et que tu n'as pas kiffé?
Est-ce qu'il y a un truc qui te vient en Il y a tête? beaucoup de choses que je trouve surcotées dans la vie. Hein. Ouais. Mais un film... Dans la vie en général, tu veux dire? Ouais. Ah oui, ouais, ça, ouais, oui. Ouais. Dis-moi, vas-y, dis-moi s'il y a un truc qui te vient plus facilement qu'un film ou une série. Un truc surcoté. Il y a plein d'humoristes que je trouve surcotés, mais je peux pas de... Ça sera en rendez-vous. C'est ça, je peux pas de drop the name. Ouais, mais vous êtes tellement dans ce game mais... que des fois, la magie s'opère pas peut-être sur les bonnes personnes, tu vois, mais bon. Ouais, je sais pas. Mais comme dans tous les métiers, je pense, hein, en vrai. Dans tous les métiers, il y a des gens surcotés un peu dans les métiers artistiques, peut-être. Ouais, je pense dans tous les métiers, il y a des gens qui sont surcotés. Et je pense que d'être surcoté, ça doit mettre énormément de pression à la personne qui est surcotée. Sauf si elle n'a pas conscience qu'elle est surcotée. Et qu'elle croit elle-même qu'elle est à sa juste valeur. Tu sais quoi? Tu penses qu'elle sait automatiquement? Alejandro, je suis sûre qu'elles savent qu'elles sont surcotées. C'est vrai? Ouais. Je pense que tu sais quand t'es surcoté. Ok. Mais juste tu surfes sur la vibe, tu vois. Parce que j'avoue que tu sais quand t'es sous-côté. Quand t'es sous-côté, tu le sais. Donc j'avoue qu'il y a des chances que tu le sais. Ou alors t'as pas confiance et tu te dis je fais pas le taf, quoi, tu vois. Mais surcoté, je pense que tu le sais. Ouais, non mais t'as raison, c'est possible. Je pense que tu le sais, mais tu te dis en même temps, si c'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre. Ouais. Donc autant que ce soit moi. Ouais, c'est pas faux. C'est ça, tu vois. Ouais, c'est vrai. Ouais, j'avoue. Ouais. C'est humain en vrai. Mais cette réaction. Okay. Ouais, carrément. C'est ok. Carrément. Moi, je te dis un truc vite fait sur côté, là, je suis en train de penser. Un film que j'ai vu il y a pas longtemps, c'est Barbie. Ah, j'ai kiffé. J'ai pas du tout aimé. J'ai vu Barbie, justement. C'était il y a vraiment pas longtemps, du coup. Il y a vraiment pas longtemps. Ouais, c'était cet été, quoi, ou avant l'été. Je sais plus, il est sorti quand, juillet, je crois. Ma sœur est venue, je refuse rien, ma sœur, la réelle, là, et j'ai été avec elle. On a été voir Barbie, et moi, j'ai beaucoup ri. J'ai beaucoup ri, le second degré. J'ai kiffé. Je pense que j'aurais aimé interpréter le rôle de Ryan Gosling. Il a dû se pammer. C'est le seul que j'ai bien aimé, vraiment kiffé dans le film. Ça faisait plaisir de le voir dans un rôle comme ça. Comment s'appelle cette actrice? Margot Robbie. Ouais. Quelqu'un. Ah, non, franchement, c'est une belle actrice. Ah ouais, non. Rien à dire. Mais moi, j'étais déçu, tu vois. Ouais. J'étais déçu, peut-être parce que je l'ai vu après le succès, machin et tout. Et je m'attendais à beaucoup plus rire. C'était marrant. Ryan Gosling, moi, il me fait vraiment rire parce qu'il est dans un rôle vraiment, tu vois. Qui est pas lui, quoi. Qui est pas lui. Il a jamais pris de rôle. Exactement. C'est pour ça, en fait, de le voir dans un rôle comme ça, j'ai kiffé. Il est vraiment gaulerie, ça lui va bien en plus. Sauf que vraiment, il a 50 piges, quoi. Donc, à un moment donné, ça se voit quand même que Ken. Tu vois. Mais bon. Contrairement à Margot Robbie, tu vois, où tu vois, ça passe, on voit que. Fraîche, il y a ce truc-là, mais. Elle a ce côté frais encore. Mais bon, bref, ok, très bien. Et est-ce que ton film, ta série, toi, c'est un truc qui pourrait te parler plus tard? Développer ton propre truc? Ouais, je pense ça pourrait me parler, mais faudrait que ce soit un truc où il y a mon ADN fort, tu vois. D'accord. Parce que en fait, mon ADN fort, c'est un ADN qui est à la fois très niche, mais à la fois très universel. D'accord, ok. Parce que je pense qu'on a tous un langage universel, les humains, tu vois, qui passe à travers les valeurs qu'on véhicule, l'amour, etc. Bon, c'est un discours un peu bisounours. Je sais pas pourquoi je me suis lancée. Non, mais écoute, il n'y a aucun problème, moi ça me va. Je sais pas. En plus, c'est vraiment, t'étais comme ça. T'as vraiment la posture du speech, quoi, tu vois. Oh là, des fois, je me fatigue. Non, mais moi, je kiffe. Il n'y a pas de problème, on est dedans. Et moi, j'étais là, ouais, c'est vrai ce que tu dis, mais j'avoue. Pourquoi j'ai bu tes paroles, tu vois, j'étais dedans, quoi, tu vois. Mais ouais, ça pourrait te parler, quoi, si c'est un truc perso qui te ressemble. C'est un truc qui me ressemble et si ça réunit des gens que j'aime. Parce que, ok, important. Tu vois, tout comme ton podcast, qui porte un nom avec une forte symbolique, d'ailleurs, je te félicite. Bon. J'étais à ça de changer, franchement, tu m'aurais pas dit un petit truc, j'aurais... Mais le collectif, il est super important. Pour ouais, moi, c'est ce qui me draine. Et c'est pas des conneries. Elle arrive plus, ça y est. C'est pas des conneries, ce que je veux dire. Mais tu vois, le stand-up, par exemple, ce qui m'a encouragé à continuer en France. C'est vraiment d'être une famille. C'est un collectif qui s'appelle le Loup Comédie. Okay. C'est Boris et Samy qui ont créé le Loup Comédie, un petit collectif. Et au début, ils étaient 3-4. Et quand je suis arrivée en France, moi, ils m'ont proposé de les rejoindre. Et du coup... Elle veut plus me regarder.
Ok, ton propos est de les rejoindre. Putain, Samy et Boris, ils vont mal le prendre alors que tu les mets vraiment en valeur là pour le coup. Mais pour le coup, c'est vraiment des gens qui méritent d'être mis en Mais valeur. j'ai déjà entendu parler d'eux dans la bienveillance. Boris Chelin, ils ont une série qui sort là sur Canal+ en décembre qui s'appelle En vente ou à emporter. En vente ou à emporter, je ne sais plus. Très mal vendu, très mal vendu le produit. Pardon Samy, Boris, vraiment. Je vous aime les gars, c'est mes frérots, je les aime trop. Heureusement que tu les aimes parce que là, vraiment, avec la pub que t'as fait. Je les aime trop et c'est grâce à ce collectif-là, avec tous les autres membres du collectif, bien évidemment, Sylvain Diquet, Jeffrey, Yazid Assoumani, que tu vois, on s'accroche parce qu'on est une famille et puis on connaît tous des ups and downs. Ouais. Et ça nous permet justement d'être dans un lieu de bienveillance où on peut évoluer, où on peut tester, où on peut consulter aussi les autres parce qu'on a des univers différents. Donc c'est vraiment cool, quoi. Mais tu sais, pour avoir parlé avec plusieurs humoristes, d'en avoir reçu aussi dans ce podcast, j'ai l'impression qu'il y a des familles vraiment. Il y a de ce truc sans qu'il y ait d'animosité entre familles, hein, mais genre il y a ce truc où on se retrouve entre potes, peut-être des points communs, des visions communes et tout. Et donc du coup, ça rejoint un peu ce que tu dis finalement. Totalement, ouais. C'est ça, quoi. Il y a vraiment des familles d'humoristes où tout le monde s'entraide. C'est ça, ça existe, il y a des vraies valeurs. D'ailleurs, il y a ça à Lyon aussi. Moi, là, à Lyon, tu sais, je vois Soso, Malik Mike, Soso Labarbe et tout. C'est des mecs qui sont porteurs, d'ailleurs, qui m'ont très bien accueilli dans la ville de Lyon et qui sont des mecs qui sont porteurs de valeurs communes et qui évoluent ensemble, qui se font de belles passes. C'est vraiment beau à voir, je trouve. C'est important. Et puis, tant que c'est dans la bienveillance et que ça permet d'évoluer, je trouve ça génial. C'est nickel. T'as pas de mouchoir sur toi? J'ai le nez qui coule. Je t'ai dit les sinus. Il y en a derrière toi, regarde. Il y en a derrière. Il y a une boîte. Ah bah voilà, fabuleux. Voilà, parfait. Parfait, nickel. Qu'est-ce que je voulais te dire? Ça te dérange pas avec tes ongles là? Non, bah genre, la meuf, elle prend des mouchoirs derrière moi, elle prend son sac, dans ça, je te dérange pas avec tes ongles. Moi, j'ai juste un tout petit truc, tu sais. Très bien, ce podcast va vite se terminer. Qu'est-ce que je voulais te dire, Benny? Oui, c'est ça que je voulais dire pour toi. Est-ce que tu regardes les trucs sur Internet, YouTube, Twitch, les réseaux sociaux? C'est quoi ton rapport à tout ça? Écoute, moi je suis une addict. Non, dis-moi pas que tu vas me dire quoi. Je suis une addict d'Instagram. Ah là là, je suis une merde. Pour ça, je peux passer des heures à scroller sur Instagram. On est ensemble sur ça. Alors Twitch, tout ça, je connais pas. Ça t'intéresse pas plus que ça? Non, c'est pas que ça m'intéresse pas, c'est que je suis pas très actuelle là-dessus. Si je me retrouve avec quelqu'un qui va me dire regarde et tout, ça va m'intéresser. Okay. Je peux même créer un compte. D'ailleurs, je sais pas s'il faut créer un compte, s'abonner, etc. YouTube, ça m'arrive de regarder. Si c'est un documentaire, c'est un truc ciblé qu'on m'a recommandé, je vais aller regarder. Mais sinon, je consomme tout sur Insta. D'accord. Ok. C'est ton réseau sûr. Ouais, c'est mon réseau sûr parce qu'il y a un côté visuel qui m'attire depuis le début d'Insta. Et puis je trouve qu'il y a des contenus intéressants en fait. C'est vrai. Si tu choisis ton contenu vraiment, c'est ton catalogue, tu crées le truc que tu as envie et puis c'est cool. Et puis c'est aussi mon moyen de communication, mon Insta. C'est ce que j'allais dire, c'est qu'en vrai en tant qu'humoriste pour le coup. Là, ces dernières années, c'est devenu vraiment un vrai levier de com, de promotion. Tous les humoristes qui publient des passages tous les soirs, etc. C'est devenu un vrai truc. J'ai l'impression limite même que c'est un passage obligé. Et que des fois, ça peut être relou si t'es un humoriste qui aime pas ce truc-là. Tu vois, qui est pas à réseau plus que ça. Je pensais à Hakim Omiri que j'avais reçu il y a quelques temps dans un autre podcast et qui lui est pas trop fan des réseaux personnellement, tu vois. Mais donc il joue pas trop ce jeu-là et il se dit il m'avait dit que c'est très bien que s'il faisait le truc, peut-être que ça il aurait encore plus de notoriété, plus de trucs et tout, mais que c'était de nature qu'il était pas intéressé par ce truc-là. Toi, ça va, c'est ton délire finalement de moi j'aime beaucoup Insta. C'est ton truc. Moi, je suis c'est naturel. Tout à fait à l'aise avec. Ouais, c'est assez naturel. Après, je pense qu'il faudrait le faire de manière plus efficace et stratégique, c'est-à-dire vraiment publier de manière régulière et tout. Moi, je suis vraiment une victime d'Insta plus que quelqu'un qui utilise Insta. Mais ouais, j'aime bien cet outil. J'aime bien cet outil. Donc là, peut-être à l'avenir, on aura peut-être plus de passages sur tes réseaux qui arriveront de ce que tu vas faire. Après, j'ai développé un personnage, je sais pas si tu as vu. Oui. Voilà, Méni Gilliger sur Insta. Et c'est vrai que c'est moi qui le produisais. Et à un moment donné, j'investissais beaucoup d'argent là-dessus. J'ai arrêté. Mais c'était une bonne plateforme. Mais ouais, ça rejoint ce que tu dis de dire qu'il y a une liberté quand même de faire ce qu'on veut. Ouais. Et chacun choisit son programme. Il y a des séries, des séries qui se passent que sur Insta. Enfin, il y a vraiment il y a de l'humour, il y a de la musique, il y a vraiment ce qu'on veut.
C'est un petit YouTube, quoi. De maintenant, en vrai. C'est le YouTube d'avant, de maintenant. C'est ça. Et ok, donc du coup, là, t'écumes un peu les plateaux, tu rodes ton spectacle. Comment ça s'est fait un peu l'arrivée ça a été dans la bienveillance, tu nous en parles un petit peu. Ton arrivée en France dans le milieu de l'humour. Tu as une petite remise en question. Ça a été difficile de passer de l'humour aux US par rapport en France? Bon, c'est pas après comme si c'était un vrai passage. Hein. Les US, c'était très ponctuel. Ouais. Il n'y a pas eu beaucoup d'expérience, mais je savais que de toute façon, j'allais pas continuer là-bas parce que je suis pas américaine, que je peux pas vivre là-bas, etc. Pour toutes les contraintes que ça représentait. Et je savais que si je continuais, en tout cas, je voulais continuer le stand-up, il allait falloir revenir en France à un moment donné. Revenir en France et m'y mettre en français, quoi. Donc au début très difficile, mais notamment je pense parce que j'avais très peur et que j'avais beaucoup de conversations négatives sur les gens. Ouais, on m'a pas dit bonjour, ouais, les gens sont pas aimables, ouais, les gens sont pas cool. Il y a des gens pas cool, mais comme partout, comme dans tous les tafs. Et après, c'est juste que c'est une question d'habitude, de temps. Les gens t'identifient, te voient et ils prennent l'habitude de te voir et tout devient plus cool. Et après, il y a aussi ça, c'est qu'on est très nombreux et t'attires des gens qui te ressemblent un peu plus. Tu vois, tu te crées des cercles de gens qui te protègent un peu, des gens un peu... Tu vois, je saurais même pas te dire s'il y a quelqu'un de vraiment pas cool. Il y a des attitudes pas cool, il y a des embrouilles, il y a des trucs comme ça, comme dans tous les tafs. Ouais, bien sûr. Mais je suis contente de pas avoir affaire à ces gens-là. Après, en vrai, je pense que c'est un choix de traîner avec des gens qui ont les mêmes valeurs que toi. Si tu vois, s'ils sont présents, au final, tu restes, c'est naturel de rester avec ce genre de personnes et t'as côté un peu de... Et puis la vérité, c'est que l'essence de ce taf, c'est d'apporter du bonheur aux gens. Tu sais, ça n'a pas de sens de se prendre la tête, d'être dans des querelles, dans des trucs. Je pense que c'est des questions d'ego. C'est une question d'ego très souvent. Moi, j'ai pas envie de rentrer là-dedans. Ce qui m'importe vraiment, c'est ce que je donne sur scène. C'est déjà assez dur comme ça d'être efficace sur scène pour en plus se préoccuper de ce qui se passe c'est vrai. Tout autour. C'est de la fioriture pour moi. Ce qui se passe sur scène, du coup, c'est bien, c'est parfait. On parle de ton spectacle. Les sujets que tu abordes, c'est finalement, tu as peut-être un peu répondu tout à l'heure quand tu me parlais si jamais un jour tu développais une série, ça devrait te ressembler. Du coup, ton spectacle, c'est clairement ça. Ça peut être qu'une inspiration de ta vie perso, ou est-ce qu'à un moment donné, tu peux te dire, je vais aborder des thèmes de société, tu vois, des trucs qui peuvent me toucher, mais qui me parlent pas, enfin, qui sont pas directement issus de ma vie, quoi. Je pense que je pourrais aborder des thèmes de société si je les mets en parallèle avec qui je suis, parce que c'est toujours, en fait, un stand-upper, même s'il va parler politique, c'est toujours de là où il est lui. De son prisme, ouais. C'est toujours en fonction de qui il est lui. Ouais. Tu vois, et on en a des très talentueux qui décryptent, je sais pas, la politique, etc. Mais c'est toujours lui en tant qu'homme, cis, blanc, etc., etc. Tu vois, tu prends toutes ces... Mais c'est toujours par rapport à qui t'es, de toute façon. C'est vrai. C'est ça qui est intéressant dans le stand-up, c'est que t'as pas de vie, t'as pas d'approche neutre. Oui. Ouais, il y a un parti pris. Et c'est ta singularité qui va faire ta force. C'est ça. Clair. Mais oui, j'aimerais beaucoup, moi. J'espère développer... Parce que là, effectivement, c'est le premier spectacle et c'est très personnel. D'ailleurs, c'est étrange d'arriver tout de suite dans le personnel, mais c'est peut-être lié à mon âge. Mais je pense que j'aimerais bien ramener plus de ce qui se passe dans la société, de ma vision du monde, etc. Ouais, j'aimerais bien. Peut-être, je pense que ça va être amené, comme tu dis, c'est un premier spectacle, donc forcément, je pense que c'est toujours plus facile de parler de soi pour commencer que... Pas forcément, ça dépend pour qui. Non. Okay. Ouais, t'en as qui vont avoir beaucoup de difficultés à parler d'eux, ok, ou qui vont considérer que ça n'apportera rien. Ça paraît que c'est pas... ok. Et t'en as qui sont très à l'aise avec ça. Ok. Donc, ça dépend. Et dans ton spectacle, il y a une personne, tu parles d'une personne qui s'appelle Martine. Ouais. Est-ce que sans trop dévoiler les trucs, est-ce que tu peux nous dire qui est Martine dans ses traits de caractère, on va dire? Martine, c'est cette dame d'un certain âge, française, conservatrice, tu vois, que tout le monde aime. Elle est toujours à la machine à café, quand tu vas prendre le café, tout ça, elle est toujours à l'affût des gossips. Elle commente absolument tout. Ouais. Elle est au fait de tout ce qui se passe, même les plus grands secrets de la boîte. Et elle manque de rien. Elle est dans l'abondance. Toujours brushing, vernis impeccable, toujours bien soigné, bien propre sur elle et tout. Et par contre, elle commente tout.
Absolument tout. C'est-à-dire que toi, tu arrives avec une petite nouveauté, un petit t-shirt, un truc, elle te dit oh, on se refuserait en ce moment. Ouais. Tu pars en vacances, elle te dit oh waouh, alors qu'elle est propriétaire d'une maison, tu vois, sur les bords de Marne. Donc t'es en mode Martine, je t'adore, mais lâche-moi quand même. Ouais. Elle a peut-être même des idées un peu, j'ai l'impression, des idées un peu préconçues de temps en temps sur certaines personnes, sur certains trucs et tout. Yes. Okay. Je me suis dit qu'on allait se faire une petite interview Martine ou Méni. Allez. Martine qui va incarner un peu le mood un peu hostile à certaines choses. Et Méni qui va au contraire apporter sa bienveillance, comme tu nous disais tout à l'heure. Et je vais t'énoncer des situations ou des faits. Et tu vas me dire si c'était plutôt Martine ou si c'était plutôt Méni. Allez. Ça te va ? Allez. La nourriture en France. Comment tu te situes là-dessus ? Plutôt Martine, donc plutôt pas cool, ou plutôt Méni, plutôt pas mal, quoi. En gros, Martine, c'est négatif. Je vais vraiment niquer le truc. En gros, c'est négatif et Méni, c'est positif. Bah, y a de tout, donc moi je dirais Méni, totalement, ouais. Toi qui as voyagé en plus, t'as pu voir plusieurs bouffes et tout. Méni, ouais. Moi je dis ça parce que je trouve ça chambé la bouffe en France, étant donné qu'on a la chance, enfin pour moi c'est une chance, pour d'autres non, d'avoir plein de cultures et du coup plein de bouffe. C'est bien en fait, tu vois ce que je veux dire. On a le choix, on a le choix de fou. Mais je pense des fois on se rend pas compte. Ta question n'est pas assez précise parce que la nourriture en France ou la gastronomie française. Non, c'était pas la gastronomie française. Si tu veux aller manger exactement en France, dans une situation. La nourriture au sens large, pas genre le plat français, mais. Sauf à Lyon, parce que à Lyon. Ah oui. Il y a un truc vous avez un problème avec les horaires, genre 14h la cuisine ferme, à 14h moins le quart, les mecs ils sont déjà en train de nettoyer, de récurer les trucs et tout, ouais il y a un problème. À 21h30 les cuisines ferment. Non, moi j'ai vu une réclamation sur la ville de Lyon. C'est pas possible de fermer à 21h30 les gars. Non mais t'as été où à 21h30 ? Mais c'est partout, pas possible. Partout. Là dans Lyon même. Mais moi je commence mon show à 21h30, je sors à 22h30, je peux plus manger dans cette ville. C'est pas faux. Je ne peux plus manger, sauf tacos, les trucs... fast food. Voilà. Mais je me demande si c'est pas que à Paris où c'est comme ça ou jusqu'à n'importe quelle heure. Non, il n'y a que à Lyon, c'est pas pareil. Le ton a changé dans sa voix. Non, c'est vraiment que à Lyon. Personne fait ça. Non, j'avoue, je sais pas. J'avoue, je mange le soir à une heure normale. Quand je vais au resto, donc je peux pas dire. À 18h. Parce qu'à Lyon, vous mangez à 18h, c'est sûr. Non, à 21h, genre. À 21h. Tranquille. Tu vois. J'ai du mal avec ça. Si. Après, j'avoue, je viens rarement dans Lyon même pour manger, moi. Ah, voilà. Parce qu'il n'y a pas de resto pour moi ici. Moi, je suis à Villeurbanne. Bah voilà. À Villeurbanne, on va à côté. C'est à Villeurbanne que ça se passe. En vrai. Non, mais t'as vu, non, moi, je mange halal, ok. Donc, à Lyon même, il n'y a pas beaucoup de restos. Oui, mais il y a du poisson. Je mange pas de poisson. Ah bah voilà. Je suis relou. Du coup, c'est très restreint. En fait. Du coup, forcément, je mange à côté de Lyon, tu vois. Vénissieux, Vaux-en-Velin, Villeurbanne, il y a le choix, tu vois. Donc, je mange à 21h. Après, à Lyon même, peut-être, effectivement, je pas. Bref. Passons à la deuxième situation. La multiplication des plateaux d'humour et du nombre de stand-uppers en France. Méni. C'est plutôt positif parce que plus t'as de concurrence. Je me lance dans des T'as visualisé la fin de ta phrase déjà. Je me prends pour Bernard Tapie, je te jure. Putain, je regarde la série en plus, moi je suis dedans. Moi je regarde la série aussi. T'es dedans aussi ? Ouais, c'est pour ça. Ok. Non, moi je dis positif, pourquoi ? Parce que dis-nous tout. Plus t'as de concurrence et plus t'es bon. J'arrive pas à faire le parallèle avec... Je fais que le parallèle avec la série maintenant, je vois vraiment Laurent Lafitte là en train de... Ok. Plus t'as de concurrence et plus t'es bon. Mais c'est pas faux, c'est pas faux. Mais c'est vrai. Mais oui. Tu sais, t'as des gens qui disent oui, il y a plein de nouveaux entrants, il y a plein de. Moi, je pense que le filtre, il se fait assez rapidement. Franchement, déjà, c'est un métier qui est tellement dur. Ouais. Tous les soirs, tu dois courir dans des plateaux. Le nombre de plateaux qui te disent non avant qu'ils t'acceptent. Okay. Je te jure que je pense que chaque personne qui est là mérite sa place. La vérité. Que ce soit les petits jeunes qui arrivent et tout, et que ce soit les personnes un peu plus âgées, que ce soit les plus expérimentés, ceux qui se reconvertissent, qui viennent de l'acting et tout. Franchement, chaque personne qui est là mérite sa place. C'est un métier tellement difficile, le stand-up. À Paris, encore plus. Tu as tellement de programmateurs, programmatrices qui n'ont aucun respect pour les individus que nous sommes. Tu as tellement de concurrence, tu as tellement
de paramètres qui font que si tu es là, je te promets que chaque personne qui est là mérite sa place. Et je pense qu'on doit respecter la présence de chacun et le parcours de chacun. Ce qui est cool, c'est que tu n'as pas une manière d'évoluer, tu n'as pas une manière d'y arriver. Tu as différentes manières. Moi, j'ai discuté avec plein de gens du stand-up, de gens qui font ça depuis 10 ans, 15 ans et tout, et qui te disent, mais il n'y a pas une seule manière. Tu n'es pas obligé de faire du plateau, tu n'es pas obligé de passer par là. Si tu dois y arriver, tu y arriveras de toute façon. Il n'y a pas un parcours type, c'est chacun. Non, il n'y a pas un parcours type, il n'y a pas de diplôme à avoir en amont, il n'y a pas de sélection à l'entrée. T'arrives et en vrai, c'est le public qui va décider. Non, mais c'est important de le dire, c'est bien. Ouais, c'est bien, ouais, c'est important de le dire, ouais. de le rappeler. Situation suivante, le débat de l'abaya à l'école. Méni, qu'est-ce qu'on en pense? On est plutôt Méni ou on est plutôt Martine? Alors, on est Martine. Martine, bien sûr. C'est un débat qui n'a pas sa place, en fait. Je trouve Qui n'est pas un débat. je trouve que c'est un débat stérile. Honnêtement, moi, ça me met très mal à l'aise, ce genre de truc, parce que je me dis, en vrai, la France ne mérite pas ce genre de débat. C'est vraiment... Je pense que la France, telle qu'elle est aujourd'hui, telle que je l'aperçois moi, le pays, le beau pays que c'est, on ne mérite pas ça. Et malheureusement, on a des politiques, on a des gens à la tête de notre gouvernement qui diminuent la position de la France à l'échelle internationale. Parce que des fois, tu sais, t'es là, tu te justifies. Parce que moi, j'ai des amis à l'international. Je dis pas ça, c'est vraiment... J'avais rien dit, tu t'es juste auto-justifié. Moi, je suis international, vous m'entendez? Non, mais jure, bah oui, non, mais on a compris avec ton parcours que tu avais des amis partout. Je peux t'amener à communiquer avec un ami à Bombay, comme un ami à Dubaï, comme un ami... Tu vois ce que je veux dire? C'est très... Ouais, ça peut paraître très prétentieux ce que je dis, mais... Bah non, mais t'as voyagé, donc c'est normal. Factuel. C'est logique. Mais ce que je veux dire par là, c'est que des fois, quand je discute avec ces gens qui, pour eux, je suis française, je suis de l'intérieur, et quand je dois expliquer... la vérité, je suis démunie. Ouais, je suis là, les gars, on est décevants ou pas? Et ils sont là, vous êtes tellement décevants. Ah ouais? Je te jure. C'est intéressant d'avoir ce point de vue, justement, d'avoir un point de vue extérieur. Tellement décevant. Mais tellement. Et je parle même pas de gens de la communauté musulmane. De gens en général, disent, le pays, quoi, ce que ça représente. Comment est-ce possible qu'une puissance comme la France ait ce genre de débat, de conversation? Tu sais, c'est comme... voilà à quoi moi je compare ça. Tu vois, il y a des gens avec qui tu as des deep conversations, tu vois, tu parles dans des vrais sujets et tout, et tu as des gens, tu as des small talks. C'est toujours des conversations très superficielles, vite fait. Tu rentres jamais dans quelque chose de profond. C'est vrai. Et ben la France, on dirait qu'on est tout le temps dans des small talks. Ouais. Alors qu'on a tellement de deep subjects à traiter. Et c'est triste pour nous, je pense, à l'échelle internationale. Et je pense que c'est triste pour tous les Français, toutes les Françaises qui n'ont pas besoin de ça, quoi. On n'a pas besoin de ça, frérot. C'est vrai. Ouais. C'est bien, non, c'est très bien, très, très bon parallèle. J'ai apprécié, là. Ouais. On voit que tu as des amis internationaux. T'as apprécié là, ça veut dire ça fait 1 heure on parle? Non, j'ai dit, non. On voit le vrai visage de Méni. Vraiment, elle est en train de verser son eau dans un autre verre, alors qu'elle pouvait totalement prendre le verre directement. Elle a fait Fort Boyard, là, je sais pas pourquoi, elle s'est fait un petit kiff, mais bon. Elle s'est dit, je peux prendre qu'un verre à la fois, je peux pas prendre les deux. Est-ce qu'on peut dire je suis fatiguée? Est-ce qu'on peut dire on peut dire que 2 mois, c'est vrai. Est-ce qu'on peut dire samedi j'ai voyagé en bus pour rejoindre la capitale? Rien que ça justifie. T'aurais dû juste tu dis ça suffit normalement. Elle a fait Lyon, Paris en bus. Est-ce qu'on peut avoir un peu d'empathie pour l'être humain que je suis? Je sais que je parais forte comme ça, invincible. Tu es un être humain comme tout le monde avant tout. Absolument. Il faut le préciser. Même si j'ai des amis à l'international. Même si elle a des amis à l'international. Et qu'elle transverse son eau dans un autre verre, qui n'a aucun intérêt. Parce qu'elle va le boire de la même façon, mais bon, bref. Of course. Écoute, dernière petite situation. Les dates via les applications de rencontres. Ok. Qu'est-ce qu'on en pense? On est plutôt Méni ou Martine? Je pense que Méni et Martine, elles se rejoignent là-dessus. Elles se rejoignent là-dessus? Ouf, ouais. C'est-à-dire comme l'abaya d'ailleurs. Martine, elle est contre ce débat-là, mais elles se rejoignent là-dessus. C'est bien ça. En fait, Méni a jamais fait. Ok. Parce que tu vois, c'est peut-être le côté non actuel de Méni. J'ai un côté quand même conservateur, parce qu'il y a des choses pour moi dans lesquelles on évolue. Tu vois, c'est comme l'intelligence artificielle. Moi, je suis encore très mitigée. Je sais que ça va apporter plein de choses positives, que ça va nous permettre d'évoluer dans plein de secteurs d'activité, que ça va apporter une réelle valeur ajoutée. En revanche, j'ai peur des dérives
de la technologie sur l'humain. J'ai peur que ça prenne le pas. Mais peut-être parce que j'ai regardé trop de fiction qui finissaient mal. Mais ouais, non, je pense que les humains, on n'est pas fait pour être... Mais après, attention, je juge personne. Bien sûr, c'est... Ouais, motherfucker. Personne ne dit ça. On ne parle pas anglais, tu sais. Donc, d'accord. Personne ne dit ça. Non, c'est OK. Mais je ne veux pas qu'on prenne mon message pour... ne faites pas ça. C'est ton avis perso. Moi, ton ressenti. Personnellement, ça me fait flipper. Déjà, les gens derrière leur écran me font flipper. Je reçois des commentaires, des fois sur des vidéos ou des parutions que j'ai sur les réseaux, et je suis en mode, mais les gens sont malades. Ouais. Quand je dis malade, de manière clinique. Vraiment, et je pense qu'on ne sait même pas à quel point ils sont malades. Je pense qu'il y a toute une partie. Et je ne veux pas savoir, moi, parce que ça me fait peur. Mais je pense que faire connaissance avec quelqu'un sur les réseaux, où tu lui donnes des critères, et tu lui dis, toi, ce que t'aimes, et lui, il te dit ce qu'il aime, c'est la meilleure manière de manipuler quelqu'un, d'avoir toutes ces clés-là. Et c'est la meilleure manière de tomber sur quelqu'un qui va te mener en bateau et tout. Et je suis contre ça. Vraiment... Il y a un truc sur lequel je suis conservatrice, c'est viens, on rencontre des gens, viens, on a encore cette magie du premier regard, naturel. Après, je crois pas au prince charmant. Non, c'est autre chose. Mais je pense que ce truc on s'attendait pas à se rencontrer, on s'est rencontrés dans un lieu ou dans une vibe ou des amis et tout. J'aime tellement ça. Ouais. Alors que le côté arrangé, calculé. Et je sais qu'on est dans une ère où les gens n'ont plus le temps. Mais moi, commander un homme sur les réseaux ou me dire je vais être avec tel type d'homme comme je commande ma food, c'est pas possible. C'est pas possible, C'est déshumanisant, en fait. Ah bah complètement. Pour moi. Ouais, pour toi, de ton avis, bien sûr. I'm sorry. Il y a des gens qui se marient via les réseaux. Ouais, ça n'empêche. Et c'est chill, et c'est tellement... Congratulations, guys. Je suis tellement heureuse pour vous. Vraiment, les gens qui avaient trouvé votre âme sœur via les réseaux sociaux. Mais c'est juste que moi, c'est une sensibilité, en fait. Il faut que si ça leur convient et que c'est OK entre eux, il n'y a pas... à la bonne heure, au contraire, tu vois, c'est kiffant, tu vois. C'est ça. Très très bien. On va passer à la séquence Frat Pack. Donc le Frat Pack, tu le disais tout à l'heure, c'est ce pacte que des acteurs ont fait de s'entraider. Et moi j'aime bien cette idée de solidarité un peu. Et donc je vais te poser deux trois petites questions qui sont en rapport avec ça. Ok. Yes. Est-ce que y a un artiste qui de manière générale a pu t'inspirer, que tu as rencontré ou pas d'ailleurs, un artiste, je sais pas, un chanteur, acteur, peu importe, qui a pu t'inspirer peut-être dans ta vie perso ou de par son parcours, de par son métier, tu vois ce que je veux dire? Ah oui, il y en a plein. Il y en a plein, oui. Bah, tu peux nous en citer quelques-uns, un ou deux. De par son parcours, j'ai envie de te dire, il y en a tellement. Allez, je kiffe Trevor Noah. Trevor Noah, ouais, ok. J'aime tellement. En fait, ce que j'aime, je pense... Un humoriste, on précise pour ceux qui... c'est un humoriste qui a fait le Daily Show, qui l'a animé avec énormément d'intelligence, d'excellence, de smart, d'élégance, un mec assez exceptionnel quand même, je dois le dire. Et le parcours m'a énormément inspiré parce que il incarne le mec qui avait toutes les... Pause. Oui, alors ce qui s'est passé, c'est qu'à partir de ce moment-là, il n'y a plus de vidéo. Je ne sais pas pourquoi exactement. La caméra a bugué et je n'ai jamais pu récupérer les rushs de la fin de cette vidéo. Je suis désolé. En tout cas, il reste à peu près 10 minutes et le meilleur reste à venir, les amis. Croyez-moi, si tu ne me crois pas, je te conseille d'écouter jusqu'à la fin et tu verras. Je te souhaite une bonne fin d'épisode. Il incarne le mec qui avait toutes les limites, ça va être compliqué. Ouais. Et en fait, qui est arrivé, qui a franchi ça. Mais pas de manière bof, de manière remarquable. Et ça, c'est... Et puis, il représente le continent africain aussi. C'est vrai. Dans le plus grand pays au monde, qui est les États-Unis. Donc, il y a plein de choses qui font que Trevor Noah, waouh. C'est vrai, Trevor Noah. Waouh. Ta plus grande source de motivation aujourd'hui? Ma plus grande source de motivation, je pense la famille. Hein. Ouais. C'est un vrai moteur. Hein. C'est un vrai moteur, la famille. Mais après, quand je parle de la famille, je parle pas forcément de... Je pense que ma famille, mes proches, moi, ils n'ont pas d'attente
spécifique, tu vois. C'est des gens qui m'aiment de manière inconditionnelle. Et ça, j'ai une grande chance pour ça, tu vois. Mais je parle de la famille dans le sens où moi, je me mets cette pression, j'ai envie qu'ils soient fiers de moi. Je parle de mes amis très proches, mon cercle proche, notamment toutes ces personnes qui se sont déplacées à l'Olympia quand j'ai fait l'Olympia avec le point-virgule. Ils se reconnaîtront. Ok, très bien. Mais ma famille, ouais, mes amis proches, les gens avec qui j'ai grandi. Quand je parle de grandir, je parle de mûrir, de passer les épreuves, etc. Et la famille, le sang, quoi, le S. La famille qu'on choisit, que la vie nous offre, en gros. Si je peux me permettre d'apporter un peu de philosophie à cette phrase. Voilà. Je te remercie. Ça va être compliqué, par contre. Hein. Non, c'est très bien. Ce que tu apportes à ce podcast est exceptionnel, Méni, je tiens à te le préciser. C'est gentil. Et enfin, dernière petite question, le message que tu aimerais faire passer à ceux qui veulent réussir de manière générale dans leur domaine, quel qu'il soit. Que tu auras un message à véhiculer. Moi, je pense qu'il faut avoir confiance en vous. C'est bateau, c'est aussi simple que ça, mais il ne faut pas attendre que les gens vous valident. Il faut vraiment poser. Si la confiance c'était une graine, un petit comprimé, il faut le prendre et il faut se dire qu'il va être là à vie dans votre estomac, dans votre cœur, whatever, mais qu'il n'y a que vous qui changerait la donne en fait. Et que vous, et votre foi en vous, qui vous permettra justement d'atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés. Mais pas attendre la validation des gens. Non, c'est dur, hein, c'est dur. Parce qu'on attend tous la validation de quelqu'un. Ouais. Et c'est des fois par ce système de mentoring, parce que un ancien t'a validé, ouais, c'est vrai. ou quelqu'un qui est plus confirmé t'a validé, qui va t'inviter, qui va te présenter, que les choses vont se passer. Moi, je pense que vous n'avez pas besoin d'être validé, les gars. C'est vrai. Mais je suis content parce que j'ai l'impression que la jeune génération est de plus en plus dans ce mindset d'entreprendre et de ne pas attendre, en fait. Mais parce qu'il y a de plus en plus d'outils et de moyens qui permettent de s'auto-valider et d'y aller, complètement. C'est tellement important. Donc c'est cool. Donc c'est cool pour ça. Est-ce que toi, tu es heureuse de manière générale, on va dire, parce que c'est un état d'esprit aujourd'hui dans ta vie de tous les jours? Oh, je sais pas. Je sais pas. Je pense que je suis satisfaite. Ok. Maintenant, est-ce que je suis heureuse? Je pense que véritablement, je me sens bénie tous les jours. Est-ce que c'est ça le bonheur? J'en sais rien. Mais je me sens bénie tous les jours de faire ce que j'aime. Après, dans cette bénédiction, j'ai des épreuves. Mais le bus pour rentrer à Paris, tu veux dire? Exactement. Entre autres. Mais c'est des épreuves que j'ai choisies. Parce que je pense qu'il y a des épreuves dans toutes les trajectoires de vie. Il y a des épreuves, mais tu choisis ton lot d'épreuves. Et du coup, moi, j'ai choisi ce lot d'épreuves. Et elles font partie de la bénédiction aussi. Même si je suis une drama queen, mes amis proches te le diront. Moi, j'appelle, oui, on m'a fait ça, mais justement, ils jouent le jeu parce qu'ils savent que je vais chouiner une heure d'eux et qu'on va nexter. Mais j'ai besoin de chouiner, j'ai besoin, tu vois, de toucher le fond pour reprendre. Et ça fait partie de... Voilà, c'est mon mode opératoire, on va dire. Okay. Mais moi, j'en ai très bien conscience. J'ai conscience de ce mode opératoire. Mes amis en ont conscience, donc ils jouent le jeu, ils me donnent le change. Et je les remercie infiniment pour ça. C'est charmé. Mais après, je pense que... C'était quoi la question? Elle l'a cherché là-haut. J'ai vu, elle était là-haut. Attends, c'était quoi le truc? Est-ce que tu es heureuse aujourd'hui, Méni? Mais que tu te sentais bénie de pouvoir faire ce que tu fais. Pour ça. Ouais, je suis fucking heureuse. Allez, non, mais t'as très bien répondu. Que en fait, tu te sens bénie de pouvoir. Et je pense que c'est une forme de bonheur en vrai. Ouais. Pour moi, être heureux, c'est aussi ça. C'est d'être en accord avec soi-même, d'être conscient de qui on est, pouvoir faire ce qu'on aime. C'est pas continu d'être heureux. C'est jamais continu d'être heureux pour moi. Non, tu peux être heureux au global, mais connaître des petits. Ouais, bien sûr. C'est comme tu peux avoir une peau propre, mais avoir des petits points noirs. Tu peux avoir des. Exactement. Et c'est ok, t'as quand même une belle peau. Ça fait partie du truc. Ça fait partie du truc. On est d'accord. Ok. J'aime bien, chaque fois, c'est des bonnes métaphores. Je te remercie. J'aime bien. Non, beaucoup. mais c'est important, tu vois. T'as raison. M'engueule pas, je suis d'accord avec toi. On arrive à la fin de ce podcast, Méni. Mais il était temps parce que j'ai un rendez-vous juste. C'est vrai? Mais pourquoi tu m'as pas dit? Avec mon ami Raj au téléphone. Non, c'est vrai. Raj, le sang. India. Écoute, on va aller très vite. Non, on va aller très vite. J'arrête là. Non, est-ce que t'as... He knows podcast. Ok, ça marche. Si, c'est bon. Est-ce que tu aurais une non-reco, un truc que tu veux recommander aux gens
Et un truc que tu ne souhaites pas recommander aux gens. Est-ce que tu aurais un truc qui te vient en tête? Un truc, c'est-à-dire une œuvre, une ou œuvre, un truc, franchement, ou un conseil de vie? À chaque fois, moi, je dis une œuvre généralement, mais des fois, les gens partent dans d'autres choses qui sont immatérielles, et moi, ça me va parfaitement. Moi, j'aime bien l'idée de l'immatériel. Eh ben, vas-y. J'ai tellement pas de matériel dans ma vie de troubadour. Alors tu peux reformuler ça. M'inspirer. Ok. Est-ce que tu aurais quelque chose d'immatériel à nous recommander et à ne pas nous recommander, Méni? Franchement, dans ta vie de troubadour. Ouais, vivez la vie que vous avez envie de vivre. Moi, ça, c'est important pour moi, vraiment. Important pour elle. Vous lui ferez plaisir. Mais vraiment, tu sais pourquoi, Dis-moi. Alexandre? Parce que plus on côtoiera des gens heureux, moins ces gens nous emmerderont. C'est pas faux. C'est une très bonne raison, ça. C'est ultra important. C'est vrai. Donc non, vraiment vivez la vie que vous avez envie de vivre et arrêtez et vous occupez pas des autres. Ouais, ça c'est important. C'est un vrai bon. Non, mais ça Même on rigole. Si, la vérité, on aime trop tous gossip. La vérité. Me mets pas dedans quand tu dis on, s'il te plaît. Non, mais bon, je te jure que tout le monde aime bien savoir. Là, si je te dis hors podcast, si je te dis, t'es au courant de l'embrouille là à Lyon? Ouais, mais c'est toi qui vas mettre dedans. C'est pas moi qui va te dire ouais, mais attends, tu vois. Je vais te mettre dedans, mais est-ce que tu vas l'écouter? Je vais l'écouter parce que je te respecte. Mais genre, je vais pas aller re-gossiper après, tu vois, ou dire attends, tu sais que. Ok. Tu vois. Alors que moi. Non, mais je pense qu'il y a plus de gens comme toi que comme moi, en vrai de vrai. Moi, dans mon entourage, en vrai, ma femme, la première, elle kiffe, tu vois. C'est une petite famille comme ça. Ils sont 4 sœurs et un frère. Ouais. Ils adorent se raconter des gossips. On est 4 sœurs et un frère. Et ben voilà. Non, vous êtes 4 filles et un garçon. Ouais. Eux, ils sont 5 filles. Elle a 4 sœurs et un garçon. D'accord. Ils sont 5 filles. Enfin bref, c'est pas une compétition, attention, je veux pas non plus installer un malaise. C'est cool. C'est cool. J'ai rencontré ta femme. T'as rencontré ma femme, ouais. Tu sais qu'elle va. Je crois que c'est la 2e fois de sa vie qu'elle voit. Elle est pas du tout dans ces bails-là, qu'elle voit un spectacle, pour te dire. C'est génial. Elle est jamais dans ces. Ça l'intéresse. C'est pas son bail de. Mais je suis trop contente qu'elle soit venue. Et t'as vu, et elle a beaucoup. Et d'ailleurs, elle te l'a dit, qu'elle a kiffé le moment, donc c'est très cool. Donc. C'est génial. Méni, on va passer aux dernières séquences qui va te faire plaisir. Mais je crois que t'as nos recos. Je croyais que t'as nos recos, pardon, c'était de dire d'arrêter de vous préoccuper des gens, c'est pour ça. Alors, oui, bah pardon, c'est pour ça. J'ai cru ça. C'est très bien. Arrêtez de vous préoccuper des gens. Tu veux rajouter on peut rajouter quelque chose si tu veux. Est-ce que si t'avais un vrai truc en tête, un autre truc. J'ai un vrai truc. T'as un vrai bail. Si je sentais qu'il y avait un truc, dis-moi. Tu l'as ou? Ouais, d'accord. Mais je sais tu cherches comment le formuler. D'accord, pas de problème. J'ai envie de dire aux gens. Comment je vais le formuler? Il y a un vrai bail qui s'annonce là, je le sens tellement. De toute façon, depuis que tu as versé ton eau dans l'autre verre, tu as changé. J'ai remarqué en toi, il y a eu un vrai truc. D'ailleurs, je vais finir mon taf. Je vais faire ça proprement. Je sais pas si tu as vu, il n'y a aucune goutte autour. Ouais, vraiment propre. De ne pas passer de temps du tout sur des choses qui ne rejoignent pas vos objectifs. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. En fait, ça vient vraiment de mon vécu. Il y a tellement de choses que je fais autour, ce que j'appelle la fioriture, qui ne sont pas dans ma trajectoire. Tu vois, les choses qui me rendent heureuse. Ouais. Et ces choses-là, je pense qu'il faut totalement les éradiquer de votre quotidien. Je parle du quotidien parce que c'est petit à petit, c'est tous les jours, etc. Et c'est à force de répétition que... Mais je pense que, il faut les bannir totalement de votre vie. Et les fréquentations en font partie. Les fréquentations, les actions qu'on pose, tout ça. Vraiment, alignez-vous au maximum, je pense. Donc là, j'aurais dit et les trucs à pas faire et les trucs à faire. Et je pense que vraiment... C'est un conseil précieux. Je me suis dit, comment elle va finir ce truc? Je voyais que t'étais, tu vois, fallait que ça parte un petit peu en live à la fin, tu vois. Mais c'est un vrai bail que t'as dit. Hein. Ouais. Non mais franchement, c'est un vrai bail, sans mentir. Je suis complètement corde avec ça. Et ce qui m'amène justement à cette dernière truc, c'est une parfaite transition. Non, c'est pareil, ça n'a rien à voir. Mais c'est le cadeau. Je fais toujours un cadeau à mon invité. Oh. Et il est juste là, je vais te le donner. Oh, j'aime trop les cadeaux. C'est vrai? Ouais, je te jure, je kiffe trop les cadeaux. J'espère que pour toi c'est un truc stylé parce que sinon. Tiens. J'ai tellement hâte. C'est un livre. Jesus. Oh. Vas-y, regarde, dis-moi. Ça se trouve que c'est un livre que tu as peut-être, mais bon. Oh là là, mais je suis trop contente. Alejandro, tu fais pas les choses à moitié. Hein. Écoute, Oh là là, qu'est-ce que c'est que. Mais non. Oh, j'aime trop. C'est quoi? C'est la vie d'Om Kalthoum en BD? C'est un peu ça, ouais. C'est un peu ça. Non. Ouais.
Oh, c'est d'une beauté. Oh, je suis trop contente. Ah, j'ai trop bien fait de venir. Ah, vraiment, elle dit ça au moment où elle a le cadeau de... C'est trop beau. Non, mais déjà parce que j'ai passé un super moment avec toi, mais je suis touchée par le geste. Et... oh là là, c'est trop beau. J'ai visé juste, c'est bon. T'as visé trop juste. On est d'accord. Mais ça se voit que t'es venu au spectacle. Oui. Oh là là, c'est vrai. en quel tome, ouais. En BD. En plus, le livre est magnifique. Hein. Les illustrations sont superbes et tout. Je suis émue, vraiment, je suis touchée. C'est peut-être un peu too much. Je pense que c'est ma fatigue qui fait ça. Non, je pense pas. Je pense que c'est ça. Déjà, l'emballage, c'est fait que. Mais je pense que c'est ça qui te touche profondément. Non, en fait, je pense ce qui me touche, c'est que t'es ciblé. Ton attention, elle est tellement, sur mesure. C'est beau. Parce que souvent, dans mes conseils à ne pas faire, n'offrez pas de cadeaux. N'offrez pas de cadeaux juste pour offrir un cadeau. Non, jamais. Offrez un cadeau de manière ciblée, comme Alejandro vient de faire. J'essaie en tout cas. C'est tellement précieux. Oh là là. J'essaie de faire. Bah non, parce que déjà un livre. Déjà, il y a des gens qui des fois ne lisent pas ou que ça va pas intéresser et tout. Donc j'essaie de cibler au maximum la chose pour que ça plaise à l'invité quand même. C'est normal. Et puis ton petit mot, mais t'aurais pu le mettre sur le livre, ton Non, mot. j'ai pas envie de l'abîmer. J'ai pas envie d'abîmer tu vois l'objet. C'est trop beau. C'est trop beau. Vraiment, je te félicite. Et je te ferai un retour là-dessus. Bah avec grand plaisir. Ouais. Merci beaucoup. Bah avec grand plaisir. Méni, on te retrouve où? Dis-moi un peu. Bah écoute, Paris, je reprends les scènes à Paris, au Lou Comedy, au Paname. Okay. N'hésitez pas à me retrouver sur Instagram aussi au nom de Manyways, MENIWYS. C'est un espace bienveillant. Voilà. Sinon, je t'avoue que... j'envoie bouler pas mal les gens qui ne le sont pas à mon coup. Ah bah oui, mais faut s'entourer de ce qu'il faut. Ouais, exactement. Et sinon, on se retrouve sur les scènes à Paris très bientôt. Et puis j'espère revenir à Lyon aussi. Franchement, j'ai tellement de potes maintenant. J'espère faire des plateaux avec les gars. Bah ouais. T'es chez toi maintenant ici, je pense. Ouais, en vrai de vrai. Tu t'es fait une petite famille. Ouais, je me suis fait une petite famille, vraiment, des gars magnifiques, très drôles. Et donc j'espère revenir très vite. Eh ben écoute, c'est tout. En tout cas, je te souhaite tout le bonheur pour ce nouveau spectacle, son premier spectacle que tu vas nous offrir à Paris. Parce que nous, on l'a vu déjà à Lyon, tu vois, on est des petits chanceux. C'est ça. Et bah écoute, que du bonheur pour la suite, Méni. Merci d'avoir été là. Pareil pour toi, merci beaucoup. Beaucoup. Barakallahu fik, merci. Ciao.